Bonjour à tous, bienvenue sur Actu Matin. Dans ce numéro de votre matinale, trois invités. D'abord, le tout premier qui est du monde de la presse. Ange Nyakadja est photojournaliste qui a immortalisé pour sa grande carrière de plus de 20 ans déjà d'importants moments sportifs, des Coupes d'Afrique des Nations sur le continent africain, aux Coupes du monde ailleurs dans le monde, en passant par les Jeux Olympiques ou des compétitions continentales ou mondiales, d'autres catégories de la même discipline. Il partagera avec nous ses grands souvenirs de ce métier qu'il passionne. Notre deuxième invité, c'est Lot Akpo, promoteur culturel. Avec lui, nous prenons la direction de Dassazoumé et des villes environnantes pour découvrir un rythme, le bolou, musique mémorielle et pleine d'histoire. Il nous en parlera, lui qui a initié un festival pour sauver ce patrimoine de l'oubli. Notre troisième invité est du domaine de la santé, docteur Jacques Vigan, sera par ici, médecin néphrologue. Il va nous éclairer sur un fait qui inquiète de plus en plus, le nombre de plus en plus grandissant de jeunes qui meurent par insuffisance rénale. Le dernier cas en date, c'est celui du journaliste Judikaël Gwagidi qui a bataillé dur mais vainement contre un mal devenu caustique et fatal. Bienvenue à tous. Nous allons commencer la une des journaux avec notamment Fraternité avant l'investiture des députés dimanche prochain. L'administration parlementaire s'active, retrait des attributs et inscriptions depuis hier au palais des gouverneurs à Porto Novo. Impressionne quelques députés présents sur les formalités à l'hémicycle. Et puis fidèle Poésie, président du cercle de réflexion des jeunes, le succès n'est pas un chemin linéaire, il y a des obstacles. Liste des 167 assistants en position probatoire mise à la disposition des universités publiques à découvrir dans les colonnes de fraternité. Visiblement quelques soucis, vous aurez les images tout à l'heure. Dabarou, face à l'échec de son pouvoir tyrannique à la recherche de boucs émissaires, s'en prend à talons. La Sénat publie la liste des pièces à fournir. C'est dans le cadre justement des accréditations pour les organisations de la société civile en vue de l'observation de la présidentielle prochaine. Nous passons à le matinal, climat des affaires dans l'espace CEDEAO et dans la zone UEMOA, le Bénin leader sur plusieurs indicateurs. Voici Matin Libre, Bénin, Nigeria, Business Forum 2026, 300 chefs d'entreprise nigériens y ont pris part. Et puis, énergie électrique, à Calavi, à IFA, par exemple, la sécurité défie le progrès. La boussole présidentielle de 2026, la mouvance face au défi de la remobilisation de l'électorat. Et puis, nouvelle attaque djihadiste hier à Yoro, au Niger. L'illusion sécuritaire du régime Tiani s'effondre. Décryptage info Bénin Nigeria Business Forum. La GDZ s'impose comme le moteur de l'attractivité béninoise. Jakpata Vision Bénin 2060. Patrice Talon dévoile la boussole du développement national. Ce jour, installation de la 10e mandature de l'Assemblée nationale. Voici les députés qui formeront le bureau d'âge. Le journal Le Routier, mais Marguerite Kérékou, parcours d'une première dame discrète du Bénin. Et fraternité pour la deuxième lecture. Avant l'investiture des députés dimanche prochain, l'administration parlementaire s'active. Retrait des attributs et inscription depuis hier au palais des gouverneurs à Porto-Novo. Impression de quelques députés présents pour les formalités à l'hémicycle, à lire dans les colonnes de fraternité. Et puis, à Fidèle Quimpo ici, président du cercle de réflexion des jeunes, le succès n'est pas un chemin linéaire, il y a des obstacles. Liste des 167 assistants en position probatoire mise à la disposition des universités publiques. Voilà ce qu'on peut retenir de la une des journaux ce matin. Je vous propose qu'on s'intéresse un peu à quelques articles dans Fraternité ce matin. Le journal a d'ailleurs accordé une interview
au secrétaire général adjoint de l'Assemblée nationale, M. Mariano Afolabi Tolu. Il a confié justement à nos confrères de fraternité Porte Novo que le comité s'active afin d'accueillir dans de bonnes conditions les députés qui sont élus. Alors, je vous propose d'aller à la page 3 de fraternité et de lire un peu le mécanisme et le processus justement pour conduire jusqu'à l'investiture des députés le dimanche prochain à Porto Novo. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu que l'administration, mettons, parlementaire qui est confiée comment cela va se passer à Fraternité. Quelques députés aussi ont donné leur impression, notamment sur, je dois dire, comment les choses se passent. Les députés de la 10e mandature. Vous avez certains du bloc républicain, comme par exemple la députée Émilie Thibouté, qui dit c'est d'abord un sentiment de gratitude, gratitude envers Dieu de voir ce jour et d'être ici pour pouvoir prendre ses attributs. Un député de l'Union progressiste, le Renouveau aussi, Bio Sarakotamou, lui qui est précédemment sinon actuellement maire de la commune de Banikwara. J'ai récupéré tout ce qu'il faut et je me suis également fait enregistrer. C'est pour dire que nous sommes prêts pour réellement l'investiture qui aura lieu le 8 février prochain. Il y a bien d'autres députés qui se sont confiés à Fraternité. Lisez un peu leurs impressions par rapport à ce qui se passe actuellement en termes donc de préparatifs pour l'investiture. Allez, je vous propose qu'on passe justement au bulletin de l'information. Cette fois-ci, je vous préviens, ce sera notamment une diffusion en boucle, mais je peux déjà vous dire deux mots au sujet des titres, donc des éléments essentiels que vous aurez à découvrir dans cette petite session d'information qui sera autrement présentée ce matin. Et comme les quotidiens l'évoquent déjà avec Fraternité qui en a fait un sujet d'importance dans sa production de ce matin. Dimanche, le Bénin va pouvoir quand même assister à l'installation officielle des membres de l'Assemblée nationale pour la 10e législature. Les 109 nouveaux élus entreront officiellement dans leurs attributs. Eh bien, Kala3 Bénin aussi a fait un tour là-bas pour voir dans quelle ambiance les choses se passent là-bas. Emma Khodonou et Thibaut Akholukbe ont été témoins des faits. Et puis Cotonou abrite depuis ce lundi et ce jusqu'à demain, mercredi, un atelier consacré à la lutte contre le blanchiment des produits du crime et le financement du terrorisme. Alors, comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette initiative et quels sont les participants réunis à Cotonou, puisqu'il y a beaucoup de monde venu d'un peu partout de l'Afrique et d'ailleurs. Et ben, l'élément tout à l'heure vous permettra de découvrir quelques détails liés justement à ces différentes questions. Voici le bulletin. Depuis ce lundi, c'est l'effervescence à l'Assemblée nationale. Les députés élus pour le compte de la 10e législature y sont accueillis par un comité chargé de les accompagner dans les formalités d'usage en prélude à leur installation prévue pour le 8 février prochain. Nous avons pensé déjà à comment accueillir ces députés-là. L'accueil d'ailleurs a commencé aujourd'hui, ce lundi, et avec des différentes équipes qui ont été mises en place pour pouvoir remettre aux députés leur kit. Outre cela, il y a aussi les dispositions qui sont prises pour la cérémonie d'installation elle-même. Et au-delà de la cérémonie d'installation, la phase qui concerne l'élection proprement dite des membres du bureau de l'Assemblée nationale. Et parlant de cela, nous venons de finir une réunion avec le bureau d'âge composé du doyen d'âge et des deux plus jeunes députés. Nous avons essayé de leur présenter un peu le rôle, la partition qu'ils ont à jouer pour la phase d'installation et la phase concernant l'élection du bureau. Les députés qui se sont présentés ont reçu écharpes, macarons et documentation institutionnelle, notamment le règlement intérieur et la constitution du Bénin. Puis,
ont rempli et signé les formulaires requis pour les besoins de l'administration parlementaire. Je voudrais juste les rassurer que l'administration parlementaire a pris les dispositions idoines pour que cette installation soit aussi une fête, étant donné qu'après l'installation, les députés retrouvent leur mandat sur l'esplanade de l'Assemblée nationale. Mais en dehors de cela, nous avons aussi pensé à faire venir à l'intérieur du palais des gouverneurs. On aurait voulu que toute la population accède au jardin du palais des gouverneurs, mais l'espace n'étant pas extensible, nous allons accueillir pour chaque député 3 personnes. Nous avons préparé le cadre idéal pour eux, pour leur permettre de suivre cette cérémonie en direct d'une manière ou d'une autre. Rendez-vous est donc pris pour le 8 février, date à laquelle ces élus entreront officiellement en fonction sous le regard attentif de la nation. Une énorme fierté, beaucoup de reconnaissance pour les concitoyens qui ont voté pour moi et vraiment beaucoup de joie et encore une fois une très grande fierté. On place ce mandat de député sous le signe de la jeunesse, en tout cas pour moi personnellement, sous le signe de la continuité des acquis que nous avons pu avoir sous les 10 dernières années grâce au leadership de notre cher président, son Excellence Patrice Talon. C'est d'abord un sentiment d'action de grâce au Seigneur parce que ceci n'est pas possible sans le souffle de vie que Dieu nous accorde et la grâce. Donc je voudrais vraiment dire merci au Seigneur pour cela. Ensuite, c'est naturellement un sentiment de joie, mais aussi de reconnaissance aux populations qui nous ont fait confiance à nous, confiant ce mandat. C'est un sentiment de reconnaissance également aux responsables de notre parti politique, aux plus hautes autorités qui ont bien voulu nous faire confiance en validant notre candidature. C'est déjà un sentiment de gratitude, gratitude envers Dieu de voir ce jour et d'être ici pour pouvoir prendre ses attributs. Fierté parce que c'est quand même 109 personnalités sur des millions de Béninois et puis responsabilité parce que nous en mesurons la gravité. Donc on ne vient pas pour s'amuser, on vient pour prendre des lois et des tests qui vont régir le vivre ensemble. Tout s'est bien passé, j'ai récupéré tout ce qu'il faut et je me suis fait également enregistrer. C'est pour dire que nous sommes prêts pour réellement l'investiture qui aura lieu le 8 février. Nous sommes prêts également pour le démarrage de la 10e législature. J'ai vu que la 9e mandature, ils ont bien accompagné le président et les lois sont bien votées. J'espère que comme ça, le Bénin avance toujours. Ça s'est bien passé. Et de ceux qui sont élus, j'attends d'accompagner toujours le président qui sera élu d'ici les mois à venir, de l'accompagner pour que le Bénin reste toujours dans ce rail. Et désormais, le pays avance davantage. Ils vont vraiment chercher les préoccupations. Avant même de voter des lois, ils écoutent la base et ils sensibilisent aussi. Et après même les votes, ils montent encore sur le terrain pour faire la promotion de la loi, pour expliquer bien ce qui est décidé, les raisons pour lesquelles ces lois ont été votées. Donc moi, je pense que c'est très bien. Bon, il y a eu des malcompréhensions, surtout que dans les mêmes assemblées, il y a d'autres députés qui sont contre ce que les autres députés ont choisi, alors que tout ce que les députés choisissent, c'est dans le sens du développement du pays. Et nous remarquons vraiment le développement. Ces lois qui ont été votées, ce sont des lois qui ont vraiment contribué, qui ont vraiment boosté l'économie du pays, qui ont fait changer des choses que nous voyons réellement. On voit qu'ils n'ont pas vraiment eu à consulter la population avant qu'on ne prenne les décisions par rapport au vote des lois. Des lois qui sont votées dans la nuit, aucune transparence dans tout ce qu'on fait. Ils ont su faire la part des choses, les députés de la 9e mandature, et ont voté des lois dans des périodes où nous avons énormément besoin. Nous en avons besoin. Je prends par exemple la seule situation liée à la terre, la
propriété privée de terre au Bénin. Donc c'est une mandature que j'apprécie à sa juste valeur, même s'il y a quelques insuffisances, mais en grande partie, moi je l'apprécie. Au cœur des échanges de cet atelier régional, le renforcement de la coopération judiciaire internationale face à des formes de criminalité de plus en plus organisées et transfrontalières. L'atelier s'inscrit dans le cadre du projet DEPI piloté par Expertise France qui vise à lutter contre l'impunité dans la zone sahélienne en renforçant les capacités des institutions judiciaires à instruire et à juger efficacement les affaires criminelles complexes. La thématique qui nous unit ici aujourd'hui est d'une importance capitale. Le blanchiment des avoirs criminels et le financement du terrorisme constituent des menaces majeures pour la stabilité économique, la sécurité nationale et la paix sociale de nos États. Ces phénomènes alimentent et renforcent diverses formes de criminalité transnationale organisée. Pendant 3 jours, les participants auront à partager leurs expériences, analyser les mécanismes de lutte existants et identifier les obstacles à une coopération judiciaire plus fluide. Cet atelier constitue un cadre privilégié de partage d'expériences, de bonnes pratiques, de réflexion stratégique, dans un esprit de coopération, de solidarité et de responsabilité partagée. Il doit nous permettre de renforcer nos mécanismes de détection, d'enquête, de poursuite et de sanction des infractions liées au blanchiment des avoirs criminels, au financement du terrorisme. À l'issue des travaux de cet atelier, des recommandations concrètes, pratiques et adaptées aux réalités actuelles des pays concernés seront formulées afin d'améliorer durablement la réponse judiciaire face à ces menaces. Premier seuil que franchissent beaucoup d'enfants dans leur cursus scolaire, la maternelle est une étape cruciale qui les amène à changer les anciennes habitudes. L'exemple de la petite fille de cet instituteur de formation. Elle avait l'habitude de rester à la maison, de rester au lit jusqu'à 9h30, 10h, vous voyez. Mais maintenant, voilà, les choses ont changé. Fini le temps des longs abonnements au lit. Sa fille se lève désormais tôt pour se faire accompagner à l'école. Un nouveau mode de vie qui se présente parfois comme une équation difficile à résoudre. Un véritable casse-tête pour les parents. Je me réveille, je me prépare, je lui laisse un peu de temps. Je lui laisse un peu de temps d'abord et après je la réveille. Et des fois, elle refuse. Elle dit non qu'elle ne va pas aller à l'école. Et je trouve les moyens, d'accord. Je l'amadoue, je fais tout pour l'amener à se préparer et à me suivre. Entre fatigue persistante et résistance à quitter le lit, les matinées deviennent un autre défi pour ces parents dont les enfants commencent l'école. Malgré toutes les gymnastiques possibles, ce combat qui commence depuis la maison se fait souvent ressentir une fois l'enfant à l'école. Il y a des enfants qui arrivent à l'école tout fatigués, qui somnolent au cours des activités. En classe, les effets d'un réveil difficile de ces bouts de chou ne sont pas du reste. Cependant, les parents se doivent de revoir leur méthode pour corriger le tir. Chaque parent qui a un enfant jeune qui est à la maternelle, même aussi, le moment du réveil doit être un moment stratégique. Il faut avoir des astuces, il faut avoir des méthodes pour que lorsque l'enfant se réveille, lorsque l'enfant ouvre les yeux, qu'il ne soit pas en train de pleurer, mais quand il ouvre les yeux, d'abord il fait un petit sourire afin de continuer sa journée. Le spécialiste conseille aussi de réglementer l'exposition des enfants aux écrans pendant de longues durées. De toute façon, enseignants et parents échangent quotidiennement pour de solutions durables. Le but étant de garantir aux enfants des nuits réparatrices pour des journées plus sereines à l'école. Ah oui, là après 2 semaines de compétition, on est monté en puissance petit à petit et on s'est dit la dernière fois match nul et hier victoire. On est obligé de finir par une victoire pour
récupérer cette 13e place et finir cette montée en puissance. Je pense que sur le match de ce midi-là, on a vu que l'équipe elle était vraiment montée en puissance tout au long de la compétition. Maintenant, on va se pencher rapidement sur les Jeux africains pour préparer un peu mieux les Jeux africains qu'on a pu les préparer en 2024. Et on va préparer après la CAN 2028 en la préparant un peu mieux que celle qu'on a préparée en 2026. Les perspectives, c'est que dans 2 ans, en 2028, il faut passer au tour principal. Voici de retour donc sur ce plateau pour entamer une autre étape de votre matinale. Voici mon tout premier invité. Au CRI Akpo, il est ingénieur agronome et promoteur du festival Bolou. Monsieur Akpo, bonjour. Bonjour Monsieur Tanguy. Bienvenue sur la Matin. Merci beaucoup. Alors, vous aviez initié donc le festival Bolou. Bolou, c'est une danse, c'est un rythme spécifique à l'ère culturelle Idacha. Vous avez décidé justement d'en faire un élément de promotion populaire. À quoi ressemble ce rythme-là et pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire sa promotion? Merci beaucoup, Monsieur Tanguy. Et je voudrais vous dire que le rythme Bolou, c'est un rythme propre au peuple Idacha. Okay. Et quand on parle du peuple Idacha, il faut se référer au pays des 41 collines qui regroupent les communes de Dassa, de Glazoué environ, une partie dans Savalou, une partie dans Savé, etc. Donc c'est cette partie du Bénin qui joue ce rythme Bolou. Okay. Mais nous, vous allez m'excuser, nous avions fait le constat que le rythme est en train de perdre de sa valeur et il fallait réfléchir, trouver un moyen pour le ressusciter. Donc d'où nous avions aussi fait le constat que la plupart des ressortissants Idacha qui vivent pas uniquement au niveau de la partie méridionale du pays, hein, quand ils quittent le pays des l'espace culturel. Ils oublient un peu. Voilà, ils n'ont plus l'occasion de prendre part au moment où le rythme se joue. Donc, décidément, hein, nous avions choisi de rapprocher cette fois-ci le rythme de cette partie de la diaspora. Voilà pourquoi... Pourquoi précisément le Bolou? Le Bolou, c'est un rythme populaire. Okay. C'est un rythme qui rassemble, c'est un rythme qui sonne les retrouvailles. Donc, on n'a pas besoin d'un artiste particulier pour jouer le Bolou. Quoi, tout le monde chante, tout le monde danse, tout le monde peut faire Bolou? Oui, tout le monde peut chanter, tout le monde peut danser. D'ailleurs, pour la particularité du Bolou, oui, il faut jusqu'à 7 instrumentistes pour le jouer. Okay. Et décidément, les 7 personnes, le batteur principal est au milieu, okay, au milieu du spectacle. Et les autres là, ils font le tour dans le sens contraire à l'aiguille d'une montre, okay, pour le danser. Ça a une signification? Oui, au fait, généralement, le Bolou se jouait, si je veux repartir un peu en arrière, durant la fête de Pâques, okay, la résurrection du Christ. Voilà. Et ça c'est à cette occasion, vous savez, la Pâques, souvent, c'est après les récoltes. Oui. Et les moissons sont terminées. Donc, c'est le moment pour le peuple de sortir, de se vêtir de sa plus belle tenue et venir témoigner de comment la saison a été abondante, comment la saison a été un succès. Et c'est durant ce moment festif, il fallait un rythme pour rassembler tout le monde autour. D'où le Bolou. Donc c'est essentiellement un rythme, mettons, festif, qui, ma foi, permet à ce qu'on
rassemble un peu les populations autour d'un moment précis et d'un événement précis. Il s'agit du moment des récoltes pour saluer un peu la qualité de la saison, donc au milieu de l'année. Moi, j'avais cru que c'était peut-être une danse rituelle attachée peut-être à des cérémonies Oui, précisément. Exactement. Ça a une signification rituelle. Okay. Vous savez, en milieu Idacha, lorsqu'une personne est âgée, est décédée, c'est ce rythme-là qu'on joue pour le raccompagner. Et le rythme Mbolu, c'est le premier rythme d'inspiration traditionnelle que les chrétiens de l'église protestante méthodiste ont concédé pour l'évangélisation. Donc, j'avais dit tantôt que ça se jouait à la Pâque, mais progressivement, ça s'est attendu à toutes les fêtes de Et comment ça se danse? Vous savez danser ça? Ah oui. Ah oui? Comment ça se danse? Pour les hommes qui savent bien danser le Mbolu, c'est un grand pas en avant, côté gauche, et on fait 3 derrière, et du côté droit également, un grand pas en avant, et 3 en arrière, et on avance quand même dans le sens contraire de l'aide du Ça ressemble un peu à du tipenti de la takora, non? Non, le tipenti, c'est un grand pas et c'est titi. Vous savez, on coupe ça, voilà. Ici, ce n'est pas comme ça. Vous ne sautez pas? Non, on ne saute pas. Et l'autre particularité, c'est que vous n'avez même pas besoin de respecter cette chorégraphie pour danser le Mbolu. Ah bon, comment? Il suffit même de se mettre en mouvement, vous les 2 mains en l'air, vous pouvez sauter. Vous dansez déjà à votre goût. Vous dansez déjà à votre goût. Chacun peut aller à sa manière. Et c'est beaucoup de chansons qui sont chantées lors de ces occasions. Et qu'est-ce que ces chansons véhiculent? Généralement au Mbolu, il y a 3 catégories de chansons. Okay. Il y a les chansons d'invite à danser sur la scène. Ewajo, ewayo, ewajo, ewayomo, aye meloniyan wale, itan ko lole. Ewajo, ewayo, aye meloniyan wale, itan ko lole. Ça, par exemple, ça fait partie de la catégorie des chansons d'invite sur la scène. À danser. Et le résumé de ce que je viens de chanter, ça dit, nous sommes venus passer combien de temps sur la terre? Et on ne va pas s'enjailler, on ne va pas se laisser aller, d'éviter les problèmes, éviter les querelles et de rejoindre la foule pour esquisser quelque part de danse. Il y en a plusieurs de cette catégorie pour inviter le monde à faire comme soi-même. Outre cette catégorie, la deuxième, ça c'est les chansons de fête de société. Tel s'y a cherché la femme de l'autre, il est allé voler du acajou dans le champ de ci, ou bien à insulter une personne âgée. Il y a toute une catégorie pour conscientiser les jeunes, pour éduquer la population en un mot. Et de cette catégorie, par exemple, quand on dit « Oh, dachoko san, oh, fujo bonimbo, oh, fujo konko, akpe, oh, fujo konko, oh, dachoko san, oh, fujo konko ». Pour dire tout simplement, il est allé, quand je dis il, ça peut être un homme comme une femme qui est allé se procurer des tissus à crédit, mais qui n'a plus honoré, par exemple, sa parole envers son bienfaiteur. Donc, le jour de fête, quand tout le monde est bien, on ne demande pas est-ce que tu as fini de solder les frais de ton tissu chez le tailleur avant de venir, par exemple, vous voyez, non? Donc, quand on sait, quand on arrive à te reconnaître que toi, tu n'avais pas fini de solder, c'est au moment où tu rejoins la piste même là qu'on va lancer le pic là, la chanson, pour te faire mal davantage et t'inviter à dire ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Il faut faire demi-tour pour aller solder. La troisième catégorie? La troisième catégorie, ça c'est pour dire au revoir, prier Dieu à ce que les éditions à venir, on puisse se retrouver encore en bonne santé. Donc c'est pour annoncer les vœux, faire part de nos intentions positives envers tout un chacun de nous. Voilà. Alors, ça a débouché finalement sur un festival, toujours pour la promotion de la culture d'achat. Et désormais, vous ne dansez pas, vous ne faites pas que danser, vous mangez aussi. Voilà, on ne fait plus que danser. Mais vous savez, pour danser, il faut avoir de l'énergie. C'est ça. Justement, et nous avions aussi fait le constat
que la promotion de l'art culinaire Idacha était en pleine régression. Et il fallait trouver des mesures de moyens. Donc, on s'est dit qu'il ne faut pas se contenter uniquement que de danser. Alors, on a associé tout ce qui est art culinaire authentique Idacha. C'est curieux, hein? Moi qui ne suis pas forcément du milieu Idacha, quand on dit Idacha, le seul plat auquel je pense, c'est Yam Pilé, plus ce sauce d'arachide avec des morceaux de fromage qui surnagent un peu la sauce, et puis ça s'arrête là. Non, c'est une erreur. Ah oui? En fait, c'est comme on a décidé de faire la promotion des mets là maintenant, le mets qui avait pris le pas sur les autres, ça va être l'Yam Pilé, tel que vous l'avez dit. Oui. Mais c'est comme on dit, c'est comme un arbre qui cache la forêt. Donc l'Yam Pilé a masqué tous les autres. Quels sont les autres plats qui existent? Nous avons en première position ce que nous appelons le chombo. Le chombo, qu'est-ce que c'est? C'était mais à base de liam sauvage, le Dioscorea alata. Le nom scientifique de l'espèce qui sert à préparer ce chombo avec du haricot blanc. Et lorsque l'iam sauvage est épluché, il faut le laver, le râper, et on trempe l'haricot dans l'eau pendant environ 30 minutes. Puis on va le piler dans un mortier pour essayer de l'ouvrir en 2 ou en 3 au maximum. Et après on fait le mélange en ajoutant un peu de la potasse et du sel. C'est les 2 ingrédients qui entrent dedans. Et puis après, on passe à l'emballage dans les feuilles de teck et de bananier. Et après, on passe à la cuisson qui va durer environ 45 minutes. Puis après, on peut passer maintenant à la dégustation. Et ça s'accompagne du piment en poudre avec du gingembre. Et un peu de sel. Et c'est dur, hein? Pas tellement. C'est quand ça se refroidit que ça devient dur. Ça devient dur. Et l'huile au choix, pour le prendre, soit l'huile rouge. Généralement, c'est l'huile rouge qui accompagne. Bon, ça dépend du goût de chacun. Mais pour la majorité, c'est bien l'huile rouge. À part ce plat, il y a un autre. À part le chombo, nous avons le ikarekpa. Ça, c'est à base du vonzu. Nous avons le ikarewa. Otukouye, ça c'est du haricot avec de la farine de maïs. Nous avons du olélé, ça c'est fait uniquement avec la farine de haricot. J'ai l'impression que ces plats sont un peu proches, je dois dire, d'autres plats d'Abomey. Le lélé par exemple, etc. Oui. Voilà, le lélé d'Abomey, c'est une seule variété. Alors qu'en milieu Idacha, vous avez vu déjà, il y en a au moins des A4. Alors qu'à Abomey, ce n'est pas souvent le cas. Ce n'est pas souvent le cas. Voilà. Donc ce sont les différentes variantes du Abla, l'équivalence de Ikara chez nous en milieu Idacha. Votre festival, oui, allez-y. On ne peut pas manger sans boire. Vous convenez avec moi. J'imagine que c'est le tchakparo qui accompagne. Oui, c'est bien le tchakparo qui accompagne. Le tchakparo qui est la bière célèbre. Dans tous les médias de service public, nous tenons rigoureusement, dans cette période électorale, le scrupule et le souci de l'honnêteté, de l'objectivité et de la véracité. Nous nous interdisons la publication de propos ou de déclarations qui ne sont pas de nature à favoriser le dialogue. Dans tous les médias du service public, nous nous conformons au respect strict de la déontologie et aux exigences de l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens. Dans tous les médias, nous nous conformons au respect strict de la déontologie et aux exigences de l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens. En outre, nous restons collés à l'obligation de l'accès équitable des partis politiques, de la société civile et des citoyens aux médias du service public. Chaque année, la SB2E subit des pertes énormes à cause du vandalisme. Plus de 600 millions de francs CFA dépensés entre 2020 et 2024 juste pour remplacer les matériels vandalisés. En 2023 seulement, plus de 200 millions de pertes. Derrière ces chiffres, il y a des réalités douloureuses. Des hôpitaux privés d'électricité, des quartiers entiers plongés dans l'insécurité,
des familles et des commerces paralysés. Le vandalisme détruit des emplois et brise des vies. Le vandalisme n'éteint pas seulement la lumière, il nous coûte cher et met des vies en danger. Ensemble, protégeons nos installations électriques. La SP2E, des femmes et des hommes à votre service 24 heures sur 24. Quelques petits soucis dans la stabilité de la fourniture de l'énergie électrique. Vous avez dû certainement vous en rendre compte par vous-même à la maison. Nous étions en train de parler de la culture Idacha avec l'hôte Okri Akpo, lui qui est mon invité ce matin, pour nous découvrir d'abord dans un premier temps le rythme Bolou, après et dans un second. Explorer un peu l'univers gastronomique, c'est ça, hein, oui. du milieu Idacha. On a parlé de quelques plats tout à l'heure. Rappelez-moi les plats qu'on a évoqués. On a évoqué le chombo, le voilà. karekpa, le olele et le ikarewa. C'est ça, et je disais qu'il y a une proximité, une ressemblance un peu avec le Abla d'Abomey. Quelle est la différence fondamentalement? C'est les matières et le processus de transformation. Ok. Oui. Et généralement, on utilise, j'ai vu qu'il n'y a pas souvent trop d'ingrédients pour préparer vos plats. Non, pas souvent trop d'ingrédients avec le sel. Souvent, c'est sel, piment, gingembre et puis huile et potasse. Vous savez, l'haricot, pour que ça se ramollit très vite, il faut de la potasse. Tout à fait. Donc, c'est le rôle que ça joue. Et ça nous fait lâcher beaucoup de gaz à la fin quand on se rappelle. Alors, donc, vous aviez un festival qui se tient les premiers dimanches de chaque année. Oui, du mois de février. Oui, les premiers dimanches du mois de février. Pourquoi vous avez positionné ça là? Vous savez, il faut laisser les gens fêter en famille. Okay. Et j'avais évoqué que c'est durant la fête, mais actuellement, quand on n'est pas au village, les gens n'aiment pas sortir le jour de fête, donc ils sont avec leur famille. Et pour fêter en famille, ça appelle à sortir beaucoup d'argent. Donc nous ne voulons pas leur demander de débourser assez d'argent avec leur famille et encore être présents sur le festival. C'est pourquoi on a juste décalé. Et pour rester toujours dans le cadre de la fête, se présenter les meilleurs vœux, on a choisi retenir le premier dimanche. Et ça a pris, on a démarré depuis 2000. Notre petit bon chemin en ce moment. Félicitations, du courage à vous. L'autre Kriakpo, merci d'être venu sur Actu Matin. Un mot en 30 secondes pour finir. Je voudrais remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ne cessent de croire en nous et de nous pousser à révéler notre culture au monde entier. L'un des objectifs principaux de notre groupe, c'est de révéler ce rythme-là pour que cela soit connu au-delà des frontières du pays des 48 collines. Et je crois qu'avec votre aide, ce que nous aidons à vivre, on a traversé le Bénin, on est suivi actuellement partout au monde entier. Donc c'est déjà une avancée. S'il n'y avait pas cet événement, on ne serait pas là ce matin. Donc nous remercions tous ceux qui nous accompagnent dans l'atteinte de cet objectif. Monsieur Akpo, merci. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, voici l'actualité des sports. Bonjour. Les Amazones U20 du Bénin intensifient les préparatifs en prélude au qualificatif de la Coupe du monde féminine de la catégorie. On va ouvrir justement notre section de sport par cette information là ce matin. C'est bien cela, Tanguy. Ça monte en ton city à Casablanca pour les Amazones U20 du Bénin qui s'artèlent au dernier réglage dans leur préparation pour la double confrontation du 3e et avant-dernier tour des éliminatoires de la prochaine Coupe du monde féminine des moins de 20 ans, celle donc de 2026. Et justement dans ce cadre, elles ont livré ce lundi un match amical de préparation face à l'équipe de moins de 20 ans de Wydad de la ville dans laquelle elles sont logées depuis le week-end écoulé. Bien, au terme de cette rencontre amicale, il faut dire que la sélection junior du Bénin s'est imposée par un score de 4-0, ceci grâce à un doublé de Romaine Gandon, la joueuse de Tambou FC d'Adiara, et bien entendu grâce aux réalisations de Germaine Renfort et Yasminat Diboué. Disputé en 3 périodes de 30 minutes, ce match a servi donc de plateau d'évaluation
du groupe, principalement du côté des automatismes par le staff, l'encadrement technique. Nous sommes mardi, le document de la semaine de ce mardi s'intéresse à la préparation de cette sélection nationale junior féminine du Bénin en prélude à cette échéance en vue. Oui, un défi qui attend les Amazones U20 et sur leur chemin, elles devront faire face à un challenge. C'est un challenge égyptien qui se tresse sur le chemin. Déjà les 6 et 13 février prochains, comptant pour l'avant-dernier tour des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans, eh bien, le défi reste grand car il sera consacré à la qualification des Amazones U20 au prochain mondial. C'est une ambition qu'elles nourrissent, qu'elles dorlotent avec beaucoup d'attention et rigueur. On va suivre le document de la semaine de ce mardi qui s'intéresse aux coulisses de la préparation de la bande Abdoulaye Ouzérou. Plus rien n'effraie les Amazones du Bénin. Des seniors aux jeunes, tout joue désormais jusqu'au bout les cartes de qualification aux grands tournois continentaux et mondiaux, contrairement à un passé récent où les sélections béninoises voyaient de loin le dernier tour des qualifications. Fruit d'un travail sérieux, marqué d'une régularité des championnats nationaux, d'une restructuration des sélections nationales et d'une résilience des acteurs. Si en 2025, les Amazones seniors sont passées toutes proches d'une qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminines face aux Super Falcons du Nigeria, championnes d'Afrique en titre, et les moins de 17 ans d'une qualification à la Coupe du Monde féminine contre les Zambiennes, les regards sont aujourd'hui rivés sur les joueuses de moins de 20 ans. On n'a pas droit à l'erreur, on n'a pas le droit de s'amuser. Je crois qu'on est focus sur l'objectif. On va essayer de travailler au jour le jour pour obtenir cette qualification. Tombeuses de leurs homologues de la Guinée au tour précédent, les Amazones U20 défient au 3e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde U20 les Égyptiennes en double confrontation. Un nouveau challenge face à un adversaire qui compte déjà 6 participations à la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans. Tout comme le Bénin, l'Égypte a aussi envie de goûter au mondial de la catégorie. Le défi est grand mais plein de sens pour la bande à Abdoulaye Ouzérou. Le goût de l'ambition et l'appétit grandissant pour la toute première qualification du Bénin au mondial féminin des moins de 20 ans. En prélude à la double confrontation de l'avant-dernier tour des qualifications qui se joue ce mois, elles sont 24 joueuses à répondre à l'appel du sélectionneur après la phase de présélection. Parmi celles retenues, certaines honorent leur première sélection. Très content, très honoré d'être parmi cette poignée de personnes qui sont là pour défendre les couleurs du Bénin. L'ambiance, elle est bonne. On s'amuse ensemble sur le terrain, c'est free et même à l'hôtel là-bas, tout se passe bien. 5 nouvelles joueuses intègrent la tanière des Amazones U20 pour aborder le 3e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine Pologne 2026. Dans le même temps, Fidel Tudo nous revient dans le groupe et Deocracias Ebi, l'une des pièces maîtresses, est forfait pour cause de blessure. Donc aujourd'hui, elle est très bien prise en charge, elle est en rééducation. Et je pense qu'il lui reste encore un mois et demi afin de pouvoir revenir sur les terrains. C'est clair qu'elle va nous manquer, mais bon, vous savez, parce que c'est une fille qui est avec nous depuis quasiment 3 ans et qui est titulaire, que ce soit chez les U20 ou en A. Mais il y a d'autres filles qui peuvent faire l'affaire et on leur fait entièrement confiance. Sous la houlette du duo technique Ouzérou Adam, l'équipe entame sa préparation à Cotonou sur les installations du stade général Mathieu Kérékou. Une première étape de la préparation consacrée à la mise en condition physique et technique. Elle est meublée d'exercices spécifiques axés sur la coordination de l'équipe. Bon, on a continué tactiquement, ça travaille sur les transitions et autres, parce qu'on a souvent un déficit physique là, donc on essaie d'intégrer pour avoir une meilleure forme des filles. Beaucoup plus sur les transitions, juste à l'appel du ballon, la réaction, et quand on a le ballon, quoi faire avec le ballon.
Avec l'échéance en vue et surtout un match aller prévu au Caire en Égypte à jouer sous un climat hivernal, les Amazones obtiennent un stage spécifique grâce au ministère des Sports. Après le premier regroupement, Romain Gandonou et ses coéquipiers ont rejoint le Maroc pour une période d'acclimatation. Sous une température douce et fraîche qui varie entre 10 et 18 degrés ces derniers jours, le travail se poursuit à Casablanca pour les Amazones. L'équipe béninoise enchaîne avec les séances d'entraînement en terre marocaine avec rigueur. En ligne de mire, le défi égyptien est mieux peaufiner la préparation et se mettre au pas avant l'heure. Les séances au royaume chérifien sont marquées d'exercices spécifiques et surtout tactiques. Tout ce qu'il faut pour permettre aux Amazones d'aller sonner à la porte de l'exploit face à leurs homologues de l'Égypte en double confrontation. On a vu l'adversaire sur la compétition régionale, l'UNAF, qui se joue en Afrique du Nord. C'est joué seulement en décembre et on a pu voir quand même l'adversaire. Avant ça, on a vu aussi l'adversaire contre la Guinée équatoriale lors du deuxième tour avec une défaite à Malabo 1-0 et une victoire au Caire 3-0. Mais une chose est sûre, on y travaille et nous serons forcément prêts le jour J. Après quelques jours d'acclimatation à Casablanca, Romain Gandonou et ses partenaires vont rejoindre le Caire pour la manche allée de cette double confrontation prévue pour le 6 février 2026 dans la capitale égyptienne. Une première étape d'une marche qui pourrait davantage rapprocher les Béninoises du dernier tour qualificatif. Elle sera à négocier avec rigueur et abnégation pour prendre une option sérieuse sur le défi de qualification à la prochaine fête mondiale du football féminin des moins de 20 ans. Toutes les attentions restent braquées sur ces Amazones qui portent aujourd'hui l'espoir de toute une nation. Fraîches de par leur jeune âge, avec l'envie d'écrire une nouvelle page de l'histoire, elles entendent marquer les esprits face à un géant du continent. Elles veulent tout juste envoyer les signaux d'une jeune génération de joueuses désormais prêtes à regarder droit dans les yeux tous les adversaires, quelle qu'en soit l'expérience et le palmarès. Il y a de cela quelques mois, en octobre 2025, précisément, les seniors, elles, de leur côté, ont regardé droit dans les yeux les champions d'Afrique en titre, les Super Falcons du Nigeria, avec un nul retentissant à Abeokuta pour le compte de la Manche. Retour du dernier tour qualificatif à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie. Après les seniors, cette fois-ci, et tous les regards sont rivés sur les Amazones U20 pour justement une toute première qualification du Bénin à la prochaine messe mondiale du football féminin au niveau des juniors. Il faut dire que la sélection béninoise U20 va quitter le Maroc dans la nuit de ce mardi pour rallier le Caire où elles y affronteront leurs homologues de l'Égypte dans le cadre donc de la manche allée du troisième tour de cette étape des éliminatoires pour la compétition. Allez, on va s'intéresser à autre chose maintenant, notamment les compétitions interclubs de la CAF. Commençons par la compétition reine. Ce week-end, on a assisté à la 4e journée de la phase des groupes. Victoire 2-1 pour l'équipe d'Al Hilal SC devant l'équipe de Mamelodi Sundowns. Africain a partagé le point d'un score nul d'un but partout avec l'équipe d'Al Ahly FC d'Égypte. Atlético Petroleos et le Stade Malien se sont quittés en de bons amis sur un score nul et vierge. 1-0 pour la victoire de l'ASFA du Maroc devant l'équipe de la JS Kabylie. L'Espérance de Tunisie a contraint l'équipe de Simba SC de la Tanzanie au partage de points avec un score nul de 2 buts partout. 3-0 pour la victoire de Pyramide FC d'Égypte devant l'équipe de la Renaissance sportive de Berkane. Power Dynamo s'est imposé par un score d'1-0 à l'équipe de River United, et puis le MC AG a battu par 2-0 l'équipe du FC Saint-Éloi Loupopo. Après ces différentes confrontations, le classement dans le groupe A est dominé par l'équipe de Pyramide FC avec 10 points au compteur, 3 points de moins pour l'équipe de la Renaissance sportive de Berkane qui garde la deuxième place dans le groupe A. Pendant ce temps, Power Dynamo FC et River United reviennent respectivement 3e et 4e position dans le groupe A. Dans le groupe B, c'est l'équipe d'Al Ahly FC qui domine les débats avec 8 points au compteur, un goal différentiel de 5 points au compteur
pour l'Asfa du Maroc et Young African qui viennent respectivement en deuxième et troisième position. Dans ce groupe, la JS Kabylie est quatrième du groupe B avec donc 2 points au compteur après 4 différents matchs disputés. Dans le groupe C et D, ce sont les équipes d'Al-Hilal SC et du Stade Malien qui dominent les débats. On s'intéresse maintenant à la Coupe de la Confédération pour le compte de la 4e journée de la phase des Coupes déroulée ce week-end pour les différentes rencontres jouées dimanche, précisément victoire pour l'AS Menyama Union, 2-1 devant l'équipe de Wydad de Casablanca, 2-1 pour la victoire de l'AS Auto devant Singida Black Stars. Stellenbosch s'est incliné à domicile sur un score de 3-0 devant le CRB Luizdad. Kaiser Chiefs a battu par 1-0 l'équipe de Zesco United. 0-0 entre Djoliba AC de Bamako et l'USM AG Azam s'est imposé par un score de 1-0 à Nairobi United. 2-1 pour la victoire de l'Olympique Club de Safi devant le C-San Petro et Al Masri s'est incliné à domicile 2-1 devant l'équipe de Zamalek SC. Le classement après donc cette 4e journée dans le groupe A est dominé par l'USM AG avec 10 points au compteur, 1 point de moins pour l'équipe de l'Olympique Club de Safi qui est 2e du groupe A, 3 points au compteur pour le FC San Pedro de la Côte d'Ivoire qui est 3e de Libacé de Bamako, bon dernier du groupe A. Dans le groupe B, c'est bien Nairobi United qui garde la lanterne rouge avec 0 points au compteur après 4 différents matchs disputés, 6 points au compteur pour Azam qui est avant-dernier au classement. Wydad AC de Casablanca est leader du groupe B avec 9 points au compteur. Autant de points au compteur pour l'équipe de l'AS Menyama Union qui vient en 2e position. Dans le groupe C, on a le CRB Luizdad en tête avec 9 points au compteur, 3 points de moins pour l'équipe de l'AS Auto qui vient en 2e position. Singida Black Stars est 3e, Stellenbosch bon dernier du groupe C. Et puis dans le groupe D, Zamalek SC est leader avec 8 points au compteur, 1 point de moins pour Al Masry SC et Kaiser Chiefs respectivement 2e et 3e, et Zesco United qui garde la lanterne rouge après donc la 4e journée. C'est tout. Ouais. Merci beaucoup pour la présentation des informations sportives ce matin. Vous ne bougez pas, restez avec moi parce que je vais recevoir mon deuxième invité ce matin qui n'est pas très loin des stades souvent. C'est même son milieu favori depuis plus d'une vingtaine d'années qu'il est dans le métier. Son travail consiste à immortaliser justement ces moments-là. Voici Ange Nyakadja, mon deuxième invité. Le décor il a changé, vous l'aviez certainement remarqué sur votre écran à la maison. Je suis avec Ange Nyakadja et son trophée, la deuxième reconnaissance internationale sino-continentale qu'il a reçue. Ange, bonjour. Bonjour Tanguy. Photojournaliste, je n'ai plus besoin de vous présenter. Photojournaliste très célèbre, en tout cas dans le monde des médias et spécifiquement sur les événements, sportifs. Félicitations pour le prix. Merci Tanguy. Qu'est-ce que c'est? C'est à votre actif aussi. Qu'est-ce que c'est? Ça vient d'où? Ça vient de là-bas, c'est l'Association internationale de la presse sportive qui, depuis un temps, a pris la décision d'honorer les journalistes, les reporters d'images et qui font le tour des grands stades pendant les grands événements, pendant les grandes fêtes du football. Et vous avez été honoré récemment, c'était pour l'année 2025 ou votre carrière? Oui, j'ai commencé en 98 et en 2025, ça faisait ma 10e en Coupe d'Afrique. Ils ont regardé sur la plateforme parce qu'il ne suffit pas seulement d'aller dire que tu as fait 10 Coupes d'Afrique. Chaque fois quand tu fais une Coupe d'Afrique, ça se marque. Ok. Donc quand tu mens, la plateforme te dénonce. Signale en même temps. Ils ont regardé et puis effectivement, je fais partie des 12 pays, des 12 reporters des 12 pays d'Afrique qui sont retenus. C'est ça. Donc j'ai honoré mon pays, le Bénin, et j'ai honoré tous les journalistes de la presse béninoise, en particulier les journalistes sportifs. Ouais, ce n'est pas la première fois, vous avez un autre certificat là, oui, je disais ça a plusieurs distinctions. Oui, après le trophée, c'est le certificat et c'était en présence du président de la FIFA, de la CAF et du président de l'IPS Afrique, Abdoulaye Thiam. Il y a IPS Africa, IPS Monde. Donc l'IPS, c'est une association internationale, comme je l'ai dit, et il ne faut pas nécessairement passer par là
pour pouvoir bénéficier de ces genres de distinction. C'est vous qui faites les flashs sur les gens. Aujourd'hui, les lumières sont sur vous. Comment ça fait? Ouais, mais c'est mon monde. C'est mon monde. C'est vrai que nous photographions souvent les gens. Et c'est aussi une fierté, comme l'a dit le président de la FIFA. Il faut quand même qu'on commence aussi par parler de nous-mêmes. On fait les autres, mais nous-mêmes, on ne se fait pas. Donc, c'est une belle idée que cette cérémonie a commencé. Je ne suis pas le premier, hein. C'était Pépéripe qui avait déjà été déjà. Parce que lui et moi, on a commencé l'aventure ensemble, c'était en 98. Ça, c'est Burkina 98, oui. Pour la CAN. Oui, pour la CAN. C'est ça. Donc, on a commencé ensemble. Bon, lui, c'est l'aîné, c'est le doyen. Donc, il a eu la chance de faire plus de compétition que moi. Donc, lui, il avait bénéficié de ça déjà une fois. Donc, je suis le deuxième béninois à avoir ce trophée. Et que je vais même présenter très bientôt au ministre des Sports. Ah, ce n'est pas encore fait. Et au président de la Fédération de football. Pourquoi pas. Candide, ça vous inspire, non? Vous qui venez de commencer. Ouais, ça inspire forcément quand vous êtes jeune et vous rentrez justement dans ce milieu qui n'est pas forcément bien vu de tout le monde. On se dit que les journalistes sportifs, les photojournalistes, tout ce monde-là, quand ils sont sur le terrain, ils sont très mal vus. Il faut quand même le souligner. Ce sont des gens qui sont peu considérés. Il faut quand même le souligner. Alors que c'est grâce aux journalistes, aux photojournalistes qu'on sait tout ce qui se passe, qu'on essaie d'avoir de la lumière sur tout ce qui se passe dans le milieu sportif. Mais avec aujourd'hui ces différentes distinctions, il y a de quoi justement continuer l'aventure et justement espérer que l'excellence, ça se célèbre. Ça fait plus de 20 ans que vous êtes dans le métier. Comment vous vous sentez, Ange? Vieux? Jeune encore? Plein d'énergie? Non, il y a des jeunes qui ne tenaient pas. Je les regardais, je souriais. Parce que, en fait, c'est une question d'habitude. Okay. C'est de routine. Donc, une fois que tu es dedans, tu as déjà la technique de tout ce qu'il fallait faire à un moment T. Donc, parce que les cheveux sont devenus grisonnants, hein, de part et d'autre. Ouais, en fait, j'ai laissé ça, c'est pour la sagesse. C'est pour que d'accord. ces jeunes qui arrivent. C'est pour intimider peut-être Candide. Ouais, bon, d'accord. Tanguy, je vous dirais que quand vous parlez de ce qu'Ange n'est-il pas un peu vieux et tout ça, je vais vous raconter cette petite anecdote. On était à la Coupe d'Afrique des Nations 2025 ensemble. Quand vous voyez, oui, à la Coupe d'Afrique des Nations 2025 ensemble au Maroc, quand vous voyez le doyen, on aime l'appeler le doyen Ange, quand vous voyez le doyen Ange bouger dans tous les sens pour aller sur les stades, pour aller couvrir les matchs, les séances d'entraînement, même quand le bus qui était réservé à la presse béninoise à Rabat, que ce soit à Rabat, à Tanger ou à Casablanca, même si ce bus-là n'était pas disponible, vous voyez rapidement le doyen descendre et il prend la route, il marche des fois il prend le taxi, des fois il prend le train pour aller sur les stades. C'est quelqu'un qui bouge. C'est normal, c'est un sportif. Je vous dirais qu'il est le photographe qui a le plus bougé parmi les Béninois qui étaient justement. Ça a commencé à Ouagadougou en 98. Premier souvenir ou dernier souvenir? Non, le premier souvenir, c'était une fierté d'être reçu par le président d'antan, Blaise Compaoré. Okay. On était chez lui à Zignaré, on a mangé, on a bu ensemble, je l'ai embrassé, on a fait des photos. Carrément. Donc j'ai dit, mais ce truc-là, c'est bon, hein. Aujourd'hui on vient à une coupe d'Afrique. On peut embrasser un président de la République. Et puis j'ai réalisé un album photo que j'ai remis au président parce que dans notre discussion, j'ai dit, monsieur le président, mais moi je vais vous faire une surprise. Il dit, c'est quoi? J'ai dit, non, moi je vais vous réaliser un album. Ce que j'ai fait, je lui ai amené après. Et bizarrement, il s'est rappelé quand il est venu ici 2 semaines après, à la CEDEAO. C'est ça. Il m'a vu, il a dit, mais l'album est là. J'ai dit, monsieur le président, c'est moi-même qui vais amener ça à Ouaga. Effectivement. Il vous a envoyé un billet d'avion? En tout cas, bon, c'est dans les coulisses, on dira ça. Vous aviez couvert donc Burkina 98, Maroc 2025 tout dernièrement. Vous êtes passé par Nigeria, Ghana 2000, Mali 2002, Tunisie 2004, Égypte 2006, Ghana 2008, Angola 2010, Égypte 2019 et Côte d'Ivoire 2023. Dis donc, en fait, le tour de l'Afrique. Hein. Oui, et je fais le tour de l'Afrique. Comme je le dis souvent, et chaque fois quand je fais un pays, je marque, ça me reste 11 pays de l'Afrique à parcourir. Sur les 54. Oui, pour faire le tour. Donc le football, c'est vraiment un sport qui fait voyager. Et grâce à ça, j'ai traîné mes caméras un peu partout en Afrique et dans le monde. Donc
Déjà, j'ai reçu la demande d'accréditation déjà pour la Coupe du Monde qui vient. Donc, Est-ce que c'est difficile de couvrir une CAN? C'est pas difficile si on connaît les règles. Ok. C'est pas difficile parce que tout à l'heure, vous avez parlé de flash. Je disais à certains qui allaient à leur première Coupe d'Afrique, mais là-bas, on n'utilise pas de flash. Bon, les gens croyaient que je faisais le patron, mais arrivé là-bas, ils ont tous... Pourquoi on n'utilise pas de flash? Non, tu utilises de flash, un joueur peut se plaindre à l'arbitre, que c'est à cause, le gardien peut dire que c'est à cause de toi, il n'a pas pu arrêter le ballon. Il n'a pas pu évaluer le flash l'a ébloui, le joueur peut dire, bon, c'est à cause de toi. Donc, en fait, on a des appareils, des objectifs qui sont adaptés. Ah d'accord. Sinon j'allais demander, puisque parfois même il y a des matchs qui se jouent la nuit, il y a des matchs qui se jouent pendant la pluie, etc. Comment est-ce que vous arrivez justement à faire l'alliance ou l'alliage entre la qualité de l'image avec les conditions climatiques, la lumière du jour, etc. C'est le matériel, parce que pour aller à une compétition de football, il faut avoir au moins un matériel moins de 5 millions à 22 millions. Ah oui? Oui. C'est de l'argent. Et comment vous avez fait pour l'avoir, vous? Moi, j'ai eu... Au fait, une Coupe d'Afrique s'organise quand l'autre finit. Le soir que l'autre Coupe d'Afrique finit, là, tu commences par organiser une prochaine Coupe d'Afrique dans 2 ans. En même temps. Tu commences par faire tes économies. Tu as des reportages, tu as des choses qu'on te donne, tu économises. Moi, à un moment donné, ma femme commençait pas à se fâcher parce que j'économise, je prends tout l'argent, je vais à la Coupe d'Afrique. Je n'avais pas de Vous avez frôlé le divorce carrément pour sauver la carrière. Oui. Parce que moi, c'est ma passion. Ok. Vous voyez, vous imaginez, par exemple, moi, quand j'étais au Nord, je prenais c'était les Sotras dans le temps. Je prenais du Sotras pour venir jusqu'à Cotonou pour faire un championnat et je repars encore au Nord. C'était ma passion. Okay. Donc, c'est ça qui m'a motivé à aller. Et une fois là-bas, j'ai eu la chance, on n'était pas si nombreux. J'ai eu la chance de rencontrer le Bénédicte Makati, de rencontrer le Okocha, qui me demandait des photos et qui me payait en dollars. Donc, c'est vrai que pour payer le matériel, c'est quelques sous que je trouvais, je les mettais à côté pour acheter du matériel. Bon, c'est en 2004 que le Bénin a été qualifié pour la première fois. Et j'étais là-bas, j'ai dit en journée que c'est moi qui vais vous accueillir parce que moi, j'ai l'habitude d'aller à une Coupe d'Afrique et de venir après la finale. Okay. Donc, j'ai dit ça en journée. Effectivement, j'étais là avant le Bénin et puis j'ai bénéficié de 2019 et de 2025 de l'accompagnement du Bénin pour être à la Coupe d'Afrique. Sinon, tout le reste, là, c'est moi-même. Candide, j'ai remarqué 2 choses. Il profite pour bien voyager et en même temps il côtoie les stars et les stars lui donnent beaucoup d'argent aussi. Ben, c'est pas forcément les jeunes, c'est pas tout le temps que les stars donnent de l'argent aux doyens. C'est quoi, ils sont il ne me dira pas le contraire, pas forcément avant. Non, pour service rendu. Oui, parce que il y a Bénédicte Makati avec Okocha, à Bamako qui voulait se battre, bon pas se battre comme ça, parce que j'ai amené des photos, on voyait plus les Nigérians, parce que Okocha lui dit que je suis à côté du Bénin, donc je dois lui faire les photos. Oh, forcément. Et à son équipe. Et Bénédicte Makati, lui il a vu les maillots jaunes, donc si c'est de dos de face, lui ne veut pas savoir. S'il voit maillot sud-africain, lui veut prendre. Mais Okocha dit, mais nous on n'est plus visible dans les images, pourquoi tu veux prendre? Donc ça a amené une discussion. Et j'ai dû calmer Okocha pour dire, bon, de ne pas s'en faire, que j'ai les doubles copies, je vais lui amener. Donc quand tu fais tout ça là, Okocha te donne peut-être $500, $1000. C'est pas rien, hein, quand vous convertissez ça en francs CFA. C'est beaucoup. Oui, Candide, vous parlez justement de cette difficulté des stars à donner un peu de sous. Est-ce que c'est vrai ça? Ben, c'est pas tout le temps que les stars donnent de l'argent aux journalistes. Quand je prends déjà par exemple la Coupe d'Afrique des Nations 2025 où ils étaient nombreux, beaucoup même, ces photographes qui étaient... Non, je ne parle pas de mon cas, ils étaient nombreux, ces photographes-là qui étaient à la Coupe d'Afrique des Nations 2025, beaucoup sur les différents stades, des centaines même par match. Le doyen ne me dira pas qu'il a reçu cette fois-ci de traitement particulier de la part d'un joueur ou un autre. C'est très difficile, c'est très rare ces cas-là, et c'est justement à ces périodes-là où ces stars-là sentent le besoin de quand même obtenir de votre part justement un service. Quand le doyen parle de Kocha et de Makati ou autres, c'était à une époque donnée. C'est pas forcément aujourd'hui où les photographes ruent beaucoup plus vers les Coupes d'Afrique des Nations. Maintenant, quand vous prenez par exemple la Coupe d'Afrique des Nations 2025, ils étaient nombreux sur pratiquement les 9 stades de cette Coupe d'Afrique des Nations, des centaines de photographes par match. Et dans le passé,
passé, oui. dans le passé, le contact était facile. Voilà, C'est comme j'ai vu Joseph-Antoine Bell, voilà. Il me voyait, il dit doyen, j'ai dit vieux. Parce qu'il se rappelle du moment où vous êtes côtoyé qu'on se retrouve encore. Ange, c'est quand même 3 Coupes du Monde. Allemagne 2006, Afrique du Sud 2010, Brésil 2014. J'imagine que c'est 2010 qui vous a marqué ou 2014? Non, c'est 2010 qui m'a marqué. À l'Afrique du Sud. Oui, 2010 qui m'a marqué parce que j'étais parti le jour, l'Afrique du Sud devait jouer contre la France. Oui. J'ai pris part le Nigeria. Mais arrivé là-bas, je ne savais pas qu'on devait me faire l'honneur. Il y avait 2 motards avec un véhicule, sûrement un véhicule gouvernemental, qui était déjà là. Et je vois, on met mon nom sur les plaquettes. Je sors, on me prend, on va chercher mes valises. On me met dans le véhicule. Je suis resté au moins du côté où les ministres restent ce jour-là. Et le motard, ça fait plus il y a un là, motard devant, l'autre derrière. Ah oui. Et sans interdit, partout il faut passer. Bon, comme on a l'habitude de voir ici, directement on m'amène au stade, on prend mes valises, on met ça dans une chambre et on me remet la clé. Mais là où ça m'a marqué, il y a une dame qui voulait me donner les tickets pour aller faire le match. Oui. Mais quand la dame vient, mon nom était en 5e position quand j'ai jeté un coup d'œil. Mais quand la dame vient, la dame dit Brésil, France, England. Mais elle ne citait jamais l'Afrique noire. Ah, d'accord. Et surtout, moi qui étais béninois. Bon. Donc, c'était 200 tickets qu'elle voulait partager pour les photographes. Oui. Je regardais jusqu'à. Elle est arrivée au niveau de 195e ticket. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et j'ai dit, mais que là, elle est en train de faire de la discrimination. Que la Coupe du Monde, c'est pour les Africains maintenant, parce que c'est la première fois qu'on organise. Oui. Mais que je suis en 5e position, et elle cite tout le monde, elle ne cite pas le Bénin, que c'est de la discrimination. Et ça veut dire qu'elle est contre les Noirs, je vais écrire. Donc quand j'ai dit ça, elle a entendu. Vous savez, elle a gardé les 5 tickets. Et elle a commencé par me chercher. Elle allait voir Noël Tadion du Togo pour lui demander des excuses, pour lui présenter des excuses. Et c'est lui qui a dit ça. Noël a dit non, que ce n'est pas moi, mais que c'est le Béninois. Elle est venue vers moi. Elle m'a donné le ticket. Et bizarrement, la place que j'aime rester, c'est ce ticket-là qu'elle m'a donné. Et elle me dit à la fin, pour chaque match que tu veux faire, prends mon numéro, appelle-moi et je vais te réserver. Il fallait t'empêter, c'est ça? Et vraiment, j'ai fait pratiquement tous les jours un match. Et j'avais une équipe, on a formé une équipe, des Africains, Nigériens, Camerounais, Ivoiriens. Donc, à cause de moi, tout le monde faisait des matchs parce que j'avais tempêté, la dame m'a réservé chaque fois. Les joueurs se plaignent souvent de discrimination raciale. Vous, journalistes, vous êtes victime aussi de ça, à Candide? Sur les différents stades, oui. Quand on prend déjà au plan local, quand vous respectez les règles, quand vous prenez toutes vos dispositions, il n'y a pas souvent de ces situations. Mais à l'étranger? À l'étranger aussi, il faut juste connaître les règles. Je prends l'exemple de la Coupe d'Afrique des Nations. Il ne suffit pas d'être journaliste, d'appartenir à un organe simplement pour aller couvrir une Coupe d'Afrique des Nations. Il faut prendre les dispositions en amont, avoir déjà son accréditation. Et l'accréditation seule ne suffit pas. Quand vous avez l'accréditation pour chaque match, il faut avoir les tickets pour pouvoir avoir accès à ces différents stades-là. Et c'est en cela que le doyen parlait du ticket tout à l'heure. Il faut juste connaître les règles. Et quand vous connaissez les règles, vous ne vous faites pas embêter sur les différents stades. Il y a juste de ces cas rares qui arrivent souvent. Mais c'est pas forcément. Ange, vous avez couvert aussi d'autres rencontres, d'autres événements, hein, notamment les Jeux Olympiques, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais entre couvrir un mondial et une Coupe d'Afrique des Nations, vous auriez préféré quoi? Bon, d'abord, je suis d'abord africain, mais à la Coupe du Monde, c'est que vous avez plus de stars, vous avez un pléthore de stars. Vous avez fait photo même avec Maradona? Oui, j'ai fait des photos à Maradona parce qu'au fait, c'est un monsieur que j'ai eu la chance de voir Maradona jouer, contrairement à certains jeunes. Et j'ai toujours Ne parlez souvent pas de Candide. Ne parlez souvent pas de Candide. Même si je ne l'ai pas vu, je l'ai quand même. J'ai toujours dit, j'aurai la chance de photographier ce monsieur. Et à la Coupe du Monde 2010, il était là, mais c'est un monsieur, il faisait tellement de grimaces, il faisait du bruit. Et il coachait l'équipe d'Argentine. Donc je lui ai pris plusieurs photos et j'ai eu la chance à la fin du match d'aller vers lui pour lui montrer quelques photos. Bon, il parlait espagnol, moi, ou bien c'est quelle langue il parlait même là. Bon, moi je parlais mon français, donc on se comprenait à peine quoi. Mais c'était une fierté quand même d'aller vers lui et
lui présenter les images là. Donc, il y a beaucoup de choses. La plus grande star que vous aviez photographiée à votre sens? Pardon? La plus grande star que vous avez photographiée, c'est qui? Il y a Messi et Cristiano, parce que moi, je dis qu'ils sont pareils. Je dis qu'ils sont pareils. J'ai eu la chance de photographier Messi. C'était au Brésil? Oui, c'était au Brésil. J'ai eu la chance de photographier Cristiano. C'était au Brésil. Et puis, c'est-à-dire, il n'y a pas ce joueur de renommée pendant cette période-là qui n'a pas pris part à mes objectifs. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque après tout ce temps? Bon, ce qui me manque, c'est que je suis en train de réaliser ça. Parce que moi, j'ai fait presque tout le tour des stades africains. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais laisser à la nouvelle jeunesse? Donc, j'ai formé depuis un temps une association, Union des reporters d'images sportives et professionnelles, qui a pour parrain un jeune aussi qui est dans la politique, Léon Ngouidi. C'est ça. Et qui nous donne des conseils que moi, j'ai eu le temps de regrouper certains jeunes dans tous les départements. Et quand ils vont sur le championnat, quand ils font des photos, ils envoient sur la plateforme. Et c'est par rapport aux erreurs que je corrige en inbox chacun et ils se reprennent. Et ça fait qu'aujourd'hui, Ouzérou est parti avec les U20. Mais oui, il a eu de très bonnes images tout à l'heure même. J'ai un de mes gars qui est là. Qui est dedans. Parce qu'il faut laisser la place aussi à des jeunes, mais il faut qu'ils soient bien formés, pas des jeunes qui font la grosse tête. Parce qu'il y a souvent ça. Donc, j'ai essayé de réunir ces jeunes-là. Et on travaille. Quand il y a match, on m'appelle. Il faut remercier le ministre des Sports qui vraiment nous accompagne aussi beaucoup. Parce que quand il y a match, on m'appelle, on dit, vous envoyez qui? C'est vous-même ou bien vous envoyez quelqu'un. Je regarde dans le programme. Et vous choisissez qui doit y aller. Je l'envoie et toujours est-il que le résultat est bon. En dehors d'avoir fâché votre femme en utilisant les sous de la popote pour acheter des matériel, des appareils photo, est-ce que le job nourrit vraiment son homme? Oui, le job nourrit son homme. Moi, je vais dire le job nourrit son homme si on prend ça au sérieux. Si on prend ça au sérieux, parce que c'est vrai que c'est en faisant mes tours sur les stades que le président Raymond Manzourou, à qui je tire un chapeau ici, m'avait appelé et j'ai été le photographe de la Confédération africaine de handball pendant 3 ans. C'est parce que le programme a été bouleversé en temps avec tout ça. Oui, 2019 par Covid. Mais aujourd'hui, quand le photographe professionnel travaille, il vend ses photos au prix professionnel. Je suis ici, je travaille avec les Sud-Africains, il y a d'autres collègues qui travaillent avec des agences. Mais quand vous économisez, vous pouvez avoir dans votre matériel. C'est à cause de la photographie que j'ai réalisé tout ce que j'ai. Donc je ne peux pas dire que ça ne nourrit pas son homme. Mes enfants, la Benjamin est à l'université et je n'ai pas pris l'argent chez papa ni chez un nom pour lui payer les écoles, pour lui payer les scolarités. Vous nous rappelez que vous êtes déjà... Merci beaucoup d'être venu sur Actu Matin. J'imagine que Candide a bien envie de faire ce parcours. Et pourquoi pas, c'est une passion. Moi, et ça donne de la joie de participer à ces grands rendez-vous-là. Je vous souhaite beaucoup de courage en tout cas. Merci beaucoup. Chers messieurs amoureux de football, allez, bonne journée à vous. Merci, du courage, merci pour l'invitation. Prenez soin de vous. Bonne journée. Bonne journée. Mesdames et messieurs de la Sud Actu Matin, vous aurez notamment la revue de presse en fin d'émission tout à l'heure. Ça va vous permettre de revenir en détail sur l'essentiel à retenir des informations, mettons, relayées par la presse béninoise. Avant cela, on aura notre débat. Mais avant, voici la rubrique santé. À la fin de cette émission, on aura la revue de presse qui va revenir en détail sur les informations relayées par les quotidiens, mais de façon plus détaillée. Lors de nos débats, on va évoquer notamment 2 sujets. On pourrait s'intéresser à quel parti politique va, ma foi, porter le chef de file de l'opposition dans la configuration actuelle que nous avons, avec 2 partis seulement présents à l'Assemblée nationale, 2 partis politiques présents au niveau donc du pouvoir décentralisé.
On va se poser la question et analyser tout à l'heure. Le second sujet viendra par la suite. Mais avant, voici donc la page santé avec Esther Tofa. Esther, bonjour. Bonjour Tanguy. Merci d'avoir fait déplacement ce matin. C'est mardi, c'est normal. Vous devrez être là donc pour échanger avec moi sur une question de santé. Ce matin, vous avez un invité, Dr Jacques Vigan, néphrologue. Dr Vigan, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Néphrologue, ça fait quoi? C'est le spécialiste qui s'occupe des maladies des reins. Des reins. Oui. Merci beaucoup d'être par ici. Justement, en parlant des reins, Esther, vous allez parler d'une affection qui touche de plus en plus maintenant les jeunes et qui fait beaucoup de travail. Il s'agit de l'insuffisance rénale. Un dernier cas date à ému, je dois dire l'opinion publique et nationale. C'est venu du monde de la presse. Judika El-Baghidi, notre confrère, en est décédé tout récemment. Vous en parlez donc ce matin. Ce sera pour attirer l'attention sur le problème. C'est une alerte. Exactement. Bonjour docteur. Bonjour madame. Déjà parlez-nous de cette maladie, l'insuffisance rénale. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Alors l'insuffisance rénale, c'est le fait que les reins deviennent de plus en plus fatigués, incapables de nettoyer les déchets du sang. Alors il faut comprendre que les reins jouent d'énormes fonctions dans l'organisme. Ils éliminent les déchets, comme on le dit trivialement. Ils éliminent les produits issus des aliments que nous mangeons, donc issus du métabolisme des aliments que nous mangeons. Ils éliminent les produits issus des renouvellements de nos cellules. Ils jouent d'autres fonctions dans l'organisme. Ils régulent le stock d'eau totale de l'organisme, le stock des électrolytes également, le sodium, le potassium, le chlore, le calcium, le phosphore, pour ne citer que ceux-là. Les reins permettent également de réguler la pression artérielle de l'organisme. Ils jouent d'autres fonctions. Ils participent à la formation de l'hémoglobine dans l'organisme, au métabolisme d'autres minéraux, calcium, phosphore, comme je viens de dire. Et donc, les reins jouent d'énormes fonctions dans l'organisme. Et donc, quand la maladie rénale chronique commence par s'installer, eh bien, c'est que ces fonctions sont déficientes. Les reins n'arrivent plus à assumer ces fonctions. Ni la fonction d'élimination des déchets, ni la fonction de régulation du stock total d'eau dans l'organisme. Certains vont commencer par avoir les pieds qui s'enflent, ni la régulation des ions. Donc, certains métabolites vont commencer par s'élever dans l'organisme. Je vais parler du potassium, par exemple, qui est très dangereux et qui peut provoquer un arrêt cardiaque à tout moment. La production de l'hémoglobine ne pourra plus se faire normalement, donc il pâlit, il devient clair, tout pâle et de plus en plus épuisé. Et donc, l'insuffisance rénale, c'est cette maladie qui est caractérisée par le fait que les reins n'arrivent plus à jouer bien leurs fonctions et s'épuisent progressivement. Alors, quels sont les facteurs de risque de cette maladie? Alors, les facteurs de risque sont nombreux. C'est une question importante. Nous insistons sur ces facteurs de risque auprès des apprenants et aussi dans la population générale. Le premier facteur de risque, c'est l'hypertension artérielle. Le deuxième, c'est le diabète. Je peux dire, il y en a beaucoup, plus d'une quinzaine, on peut en citer. Mais les plus fréquents, il faut retenir l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité, sujet plus de indice de masse corporelle supérieur à 30 kg par mètre carré. Et ces notions sont très importantes. Vous allez comprendre pourquoi on insiste sur un certain nombre de mesures hygiéno-diététiques après. Les maladies infectieuses, je vais parler de VIH, hépatite B, hépatite C, la drépanocytose, le faible poids de naissance, les maladies cardiovasculaires. Donc, tous ceux qui ont des maladies cardiovasculaires sont potentiellement des patients qui peuvent développer des maladies rénales. Les maladies du foie, les maladies de l'appareil urinaire, donc la plus connue, la prostate par exemple, les maladies de la vessie. Voilà. Tous ceux-là sont des sujets à risque. Est-ce que ça peut être aussi héréditaire? Alors, il y a des maladies héréditaires qui donnent l'insuffisance rénale, la maladie rénale chronique. Je peux citer par exemple la polykystose rénale, qui est une maladie qui se caractérise par la formation de kystes dans plusieurs organes, non seulement au niveau des reins, mais également au niveau du foie, au niveau des ovaires chez la femme, au niveau des poumons et d'autres manifestations extrakystiques. Après, il y a d'autres maladies génétiques sur lesquelles des équipes travaillent de façon beaucoup plus pointueuse
Et ces facteurs génétiques seraient très fréquents chez les hommes noirs. Et ces facteurs génétiques ont été identifiés autour de nous, au Nigeria, à Accra, à Lomé aussi. Chez nous, il y a un travail qui est en train d'être mis en place pour pouvoir confirmer que nous ne sommes pas à l'abri et qu'il y a également ces facteurs génétiques présents dans la population béninoise. Alors aujourd'hui, ce qui est préoccupant, c'est qu'il y a plus de jeunes qui souffrent de cette maladie. Pourquoi cette prévalence au niveau de la jeunesse? Oui, bon, ça donne l'impression qu'il y a plus de jeunes. Effectivement, nous pensons qu'il y a beaucoup de cas qui ne sont pas dépistés et qui sont dans la population. Et du fait qu'on travaille, on en parle, on sensibilise, ces occasions permettent de toucher de plus en plus la population. Ils sortent et ça permet de mettre en évidence, mettre en lumière ces cas-là. Nous pensons qu'on peut mieux faire, c'est-à-dire dépister très tôt les maladies. Parce que pour venir, malheureusement, nous recevons près de 7 malades sur 10 qui sont au stade terminal de la maladie rénale chronique. Avant de venir. Oui. Et ça c'est dommage pour notre système de santé, parce que quand il est au stade terminal, c'est-à-dire il devient très coûteux. Irrécupérable. Voilà. C'est-à-dire on ne peut plus récupérer la fonction de ces reins. Alors que si on le dépistait tôt, parce qu'on a 5 stades de la maladie rénale chronique. Wow. Donc si on a la chance de le diagnostiquer, et la Société internationale nous demande de le diagnostiquer tôt, au stade 1 ou 2, au plus 3. Si on est déjà en 3, on est déjà en retard. Mais chez nous, 7 sur 10 viennent au stade 5. Donc, il n'y a plus rien à faire. C'est-à-dire, toutes les mesures à mettre en place pour diagnostiquer tôt et prendre en charge sont déjà dépassées. Il est au stade de suppléance de la fonction rénale. Et tous les traitements à ces stades sont très chers. Très chers, hors de portée des moyens financiers que nous avons. En fait. Monsieur tout le monde. Alors, un dépistage précoce, est-ce que ça donne une chance de guérir de la maladie? Très bien. Un dépistage précoce, surtout au stade 1, voire encore au stade 2, donne une chance de récupérer, voire même de guérir. Wow. Et même au stade 3, parce qu'au stade 3 encore, la Société internationale a divisé le stade 3 en 2 parties, en 2 sous-groupes encore, pour nous dire que si on peut prendre le premier sous-groupe, on peut encore guérir, retarder, guérir, sinon retarder la progression. Et quand on dit retarder, nous travaillons tout le temps avec les apprenants, les étudiants, sur ralentir la progression de la maladie rénale chronique. Et quand on met les mesures, et de plus en plus, il y a même des nouvelles molécules qui ont été mises en place, qui viennent actuellement à Cotonou, voilà, parce qu'au début c'était trop cher, excessivement cher, hors de portée, mais qui commencent par venir chez nous. Mais avec les médicaments, on arrive vraiment à ralentir la progression de la maladie rénale chronique, ce qui fait que le sujet qui n'est pas suivi peut venir au stade terminal, être mis en dialyse en 1 an, voire moins. S'il est bien suivi et pris en charge, il peut venir en 10 ans, voire 20 ou jamais. 10 ans en plus dans la vie ou jamais, ça compte. Et c'est significatif. Une petite curiosité. Vous avez parlé de stade 1, 2, 3 et 4. C'est quoi les différences? C'est quoi les différences? C'est les stades constitués de l'évolution de, on va dire, le nombre de cellules ou bien de néphrons perdus dans le temps. Voilà. C'est ça qui calcule. Voilà, oui, calcule un peu beaucoup. Il y a des experts qui travaillent que sur cet aspect. Il y a un terme qui est utilisé, c'est le débit de filtration glomérulaire. Ça fait un peu jargon. Oui, et il y a des formules mathématiques. On va pas faire fuir les gens. Non, on va pas faire fuir les gens. Il y a une formule mathématique qui permet d'estimer la fonction rénale. Et il y a des biomathématiciens qui travaillent tout le temps. Ils ne font que ça pour voir les limites de cette formule. Et il y a des subtilités par rapport à la race, au sexe, à l'âge. Bon, si on rentre dedans, je pense que c'est un coup que j'aime faire à des gens beaucoup plus différenciés. Alors revenons aux jeunes. Est-ce que vous pensez que les substances psychotropes, les boissons énergisantes que nous consommons aujourd'hui peuvent être à la base de cette les gens nous découragent de prendre notre petite bière du week-end parce qu'il y a insuffisance rénale. Alors, je ne vais pas dire un verre de bière ne va pas qu'un verre de bière cause l'insuffisance rénale. Je ne dirais jamais ça. Pour se faire plaisir, on peut prendre un verre de bière. Alors, ce que nous disons en la matière, c'est de n'abuser de rien.
Et il y a certaines substances quand même qu'il faut retirer. Vous savez, le tabac, les drogues, il faut retirer. La chicha, je pense que ces choses-là, il faut retirer vraiment et décourager les jeunes de consommer. Parce qu'à moyen, à long terme, ça a des répercussions sur la santé, même si ce n'est pas directement sur les reins, et finit par... surtout les poumons, oui, voilà. Si c'est cardiovasculaire, ça va déboucher, ça va finir par atterrir sur le rein. Si c'est pulmonaire, ça va finir par atterrir sur le rein. Et donc, il faut décourager ça. Alors, pour ce qui concerne les jeunes, ce que nous demandons, en dehors d'éviter ces substances nocives, c'est que déjà, lors des visites scolaires, il faut que les visites scolaires soient systématiques et qu'on fasse la bandelette urinaire. Je pense qu'on est au XXIe siècle. On peut disposer d'une tensiomètre, voilà, automatique pour contrôler une pression artérielle. On peut disposer d'une bandelette, ça ne coûte rien et c'est même bon marché. Ça, je l'ai dit toujours. Oui. La boîte coûte à peine moins de 11 000, 10 000 et quelques dans les pharmacies de Cotonou, donc moins de 11 000. Et il y a 100 bandelettes dedans qui comportent 9 paramètres, voire 10 ou 11 pour d'autres. Donc, ça permet de voir déjà rien que quelques gouttes d'urine, voire dépister au moins 9 paramètres, 9 marqueurs sensibles de maladie rénale qui peuvent alerter. Je veux dire, il y a l'albumine, il y a des globules blancs, il y a des globules rouges, il y a le pH, il y a du glucose dans les urines, ça peut alerter. Il y a des globules rouges, vous vous dites, il y a du sang dans les urines, il faut aller voir un spécialiste. Il y a de l'albumine dans les urines, il faut voir un spécialiste. Ça va permettre de diagnostiquer très tôt les enfants qui, au milieu scolaire, ont des œdèmes où ils ont une protéinurie qui traîne. Et donc, on peut les orienter et nous, on peut faire des tests à l'hôpital maintenant plus approfondis pour asseoir le diagnostic et mettre des traitements. Là, on peut récupérer les enfants. Il y a les enfants aussi qui font des infections urinaires à répétition. Et ça, je l'ai dit toujours. Un enfant qui fait une infection urinaire, il ne faut pas le bombarder d'antibiotiques et le renvoyer à la maison. Surtout si c'est encore un garçon. Un garçon ne fait pas infection urinaire pour rien. Mais dans les centres de santé, il fait la fièvre, palu, après on a fini. Il vous envoie une ordonnance. Voilà, on bombarde d'antibiotiques et après on étouffe. Alors qu'il y a un problème sérieux. Il a peut-être une anomalie de l'arbre urinaire qui s'exprimait par cette infection urinaire. Et donc, il faut voir quelle est la cause de cette infection urinaire, surtout si c'est un garçon. Il y a une anomalie de l'arbre urinaire derrière. Et à ce stade-ci, nous, on le récupère. On va chercher, on fait des scanners, on fait des radios, on dépiste et on peut le traiter. Et il est à l'abri. Et donc, à 5 ans, 7 ans, 8 ans, on diagnostique cette pathologie. Ce n'est pas à 15 ans qu'on va le mettre en dialyse. Après, tout le monde est choqué. Et c'est en ce moment, vous faites la rétrospection. Eh bien, il a fait le tour des cliniques. Il a été tout le temps malade, infection, mais bombardé d'antibiotiques. Et on n'est pas allé, on n'a pas réfléchi. On n'a pas creusé. Voilà, on n'a pas réfléchi plus loin. Et tout le monde dit, ben voilà, il a 15 ans. Quand il vient, il est déjà au stade terminal et il faut le mettre en dialyse à vie. Docteur, et ça fait mal au cœur. Vraiment, merci. C'est décourageant pour nous de mettre un jeune enfant. Le plus jeune patient que vous aviez eu? 8 ans. Sérieusement? Sérieusement. Oui, il y a des... Sérieusement. Il y a des insuffisants rénales en Même là, on dialyse de jeunes, je pense qu'on a 8 ans, on a 12 ans, on a 15 ans. Wow. Oui, qui dialyse. Bon, je ne vais pas dire ça. Parce qu'ailleurs, c'est incompréhensible qu'on mette un enfant en dialyse. Et on va dire qu'on va le mettre en dialyse à vie. Ça n'a pas de sens. Il faut un projet derrière. Il faut le transplanter. Et ça, c'est un autre débat, c'est d'autres aspects de la prise en charge sur lesquels nous travaillons, que nous devons développer. Merci beaucoup à vous, docteur. Quelques conseils vraiment brièvement, vous voulez beaucoup de temps. Dans notre quotidien pour vraiment éviter cette maladie. Dans notre quotidien, ce que je recommande à tout le monde, premièrement, réduire le sel de notre alimentation. J'insiste sur ça. Réduire le sel, l'huile, l'alcool. Si on peut l'éviter, il faut éviter. Éviter le tabac. Voilà. Boire suffisamment d'eau. Je recommande au moins 1,5 litre à 2. Voilà ce qui est recommandé. Chez monsieur tout le monde. Quand on n'a aucun facteur de risque, quand on n'a pas d'atteinte rénale, on n'a rien, monsieur tout le monde, buvez de l'eau. Buvez de l'eau. Déjà dès le réveil, voilà, on a soif.
Oui. Et ça, tout le monde rapporte. Quand on fait attention, même vous avez la gorge un peu sèche, vous avez envie de boire, buvez de l'eau et répartissez sur la journée. Buvez 1,5 litre à 2 par jour. Après, pour ceux qui ont... il faut aussi garder une activité physique régulière et éviter l'obésité. Malheureusement, on a galéré toute sa vie. Et à partir de vingtaine, trentaine, troisième décennie, on a le boulot. On a un boulot et voilà, on a des revenus. Voilà, on se permet un peu. Et après, l'obésité s'installe avec tous ces côtés de maladies cardiovasculaires. Il faut éviter ça. Maintenant, tous ceux qui ont des facteurs de risque que je viens de citer, HTA diabète, maladies cardiovasculaires, hépatite B, hépatite C, drépanocytose et consorts, faites un contrôle tous les ans. Et ce que je demande, ce n'est pas grand-chose. Une bandelette urinaire qui coûte à peine 500 francs et contrôler la pression artérielle et doser une créatinémie par an. Ça ne sert à rien. Pour tout l'argent qu'on met dans le crédit et consorts, je pense qu'on peut faire un peu pression et faire ces examens, ne serait-ce qu'une fois par an. Et c'est très important. Ça va permettre très tôt de diagnostiquer la maladie au stade précoce et voir un spécialiste. Merci beaucoup à vous, Dr Jacques Vigan. Parallèlement à ça, nous organisons aussi beaucoup d'autres activités, des campagnes de dépistage. Oui. Cette année, nous serons à Ouida, si tout va bien, le 14 mars. 14 mars 2026 à Ouida, où nous ferons une campagne de dépistage des maladies rénales grand public. Habituellement, nous couvrons toute la semaine. Donc, on a planifié des activités sur toute la semaine. Il y a d'autres activités que le service organise avec la Société béninoise de néphrologie, formation des apprenants. Nous aurons un Italien qui viendra en mai. Et en novembre, nous aurons notre journée scientifique de néphrologie. Merci beaucoup à vous et merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous pour l'opportunité. Chers dames et messieurs, merci. Très bonne journée à vous. Prenez soin de vous. Mesdames et messieurs, on va faire une pause et je vais installer les débatteurs. Chaque année, la SB2E subit des pertes énormes à cause du vandalisme. Plus de 600 millions de francs CFA dépensés entre 2020 et 2024 juste pour remplacer les matériels vandalisés. En 2023 seulement, plus de 200 millions de pertes. Derrière ces chiffres, il y a des réalités douloureuses. Des hôpitaux privés d'électricité, des quartiers entiers plongés dans l'insécurité, des familles et des commerces paralysés. Le vandalisme détruit des emplois et brise des vies. Le vandalisme n'éteint pas seulement la lumière, il nous coûte cher et met des vies en danger. Ensemble, protégeons nos installations électriques. La SB2E, des femmes et des hommes à votre service 24 heures sur 24. Dans tous les médias de service public, nous tenons rigoureusement dans cette période électorale, le scrupule et le souci de l'honnêteté, de l'objectivité et de la véracité. Nous nous interdisons la publication de propos ou de déclarations qui ne sont pas de nature à favoriser le dialogue. Dans tous les médias du service public, nous nous conformons au respect strict de la déontologie et aux exigences de l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens. Dans tous les médias, nous nous conformons au respect strict de la déontologie et aux exigences de l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens. En outre, nous restons collés à l'obligation de l'accès équitable des partis politiques, de la société civile et des citoyens aux médias du service public. Deux sujets à évoquer. Eric, bonjour. Bonjour Tanguy. Eric, bonjour. On aura examiné comment est-ce qu'il faut mobiliser les électeurs pour la présidentielle de 2026. Le 12 avril n'est pas vraiment loin. Il faut commencer à s'y prendre très tôt. Et puis, si le temps nous le permettait, on va voir un peu quel pourrait être le parti qui va porter le chef de file de l'opposition de la configuration politique qui s'annonce actuellement au Bénin. Le riche. Les taux de participation, mettons, aux élections générales de la fois dernière, notamment du 11 janvier dernier, aussi entre 35 et 37%. Ouais. C'est pratiquement le tiers du nombre d'électeurs attendus qui est sorti. Cela devrait commencer à inquiéter de sorte à se demander comment est-ce qu'il faut faire venir les 75% qui restent.
Effectivement, aller aux élections et ne pas avoir au moins les 3/4 de ce qui devrait normalement aller aux urnes, c'est inquiétant. Ça peut paraître peut-être banal pour certaines personnes, mais c'est faux. C'est pas banal, c'est symptomatique. Ça prouve qu'il y a soit un malaise profond et qui n'est pas encore diagnostiqué ou qui est diagnostiqué mais n'est pas traité. Donc je pense que tout de suite, il faut commencer par chercher à comprendre pourquoi nous sommes à ce taux-là aujourd'hui. De façon conjecturelle, on peut peut-être dire que c'est dû à un désamour qui est né, pas subitement mais progressivement, entre les votants, c'est-à-dire les citoyens qui sont en âge de voter, et justement les acteurs politiques. Ce désamour, ça peut s'expliquer par plusieurs aspects. Nous avons vu un peu, à un moment donné, certaines lois qui ont été votées et des citoyens ont décrié. On a même vu des acteurs de la société civile monter au créneau et dire attention, ces lois, est-ce qu'elles favorisent véritablement la cohésion nationale? Ça a été forcé. Des lois sont forcées et des lois sont passées quand même. On a vu aussi que l'opposition, à un moment donné, le pouvoir n'avait véritablement pas les coups de franche pour dire non à certaines lois. Et elle était représentée, certes, l'opposition, mais elle n'avait pas l'effectif nécessaire pour pouvoir mettre son veto sur certaines lois qui, a priori, n'arrangent pas certaines personnes. Donc, quand on regarde tout ceci mis ensemble, on se dit, est-ce que les populations, à un moment donné, se sont dit, c'est leur loi, parce que, qu'ils vous souviennent, les Béninois sont réveillés plusieurs fois avec des lois. Oui, il faut qu'on ait le courage de le dire. C'est vrai qu'il n'y a pas d'heure pour voter, mais les Béninois sont retrouvés le lendemain avec des lois. Et il y a même des organisations de la société civile qui ont demandé à des moments donnés au Parlement de consulter, de faire une large consultation avant de voter certaines lois, mais ça n'a pas été fait. Alors, la situation est là. Je suis d'accord. Comment on fait maintenant? Si nous n'allons pas voir ce qui est en train de créer le problème, ne pouvons pas. Non, on l'a déjà vu. Donc, quand vous voyez tout ceci maintenant, il faut se poser la question de savoir maintenant comment ramener ces citoyens à cet amour, vers cet amour et réduire le fossé qui se crée entre les acteurs. La première chose, c'est de commencer par sensibiliser davantage. Sensibiliser pourquoi? Il y a même certaines personnes qui ne sont pas fâchées, mais qui se disent, bon, je dois aller au champ, et puis bon, c'est leur chose, ils n'ont qu'à aller faire leurs élections. De toute façon, celui qu'on va élire ne fera que ce que l'autre a eu à faire. Cela ne fait pas la différence entre l'opposition et la mouvance. Ils estiment que tant que moi, il pleut, j'ai mon champ qui est drainé et autres, bon, moi, ça me va. Donc, vous savez, il y a des populations qui se sentent aussi en marge, justement, de la société. C'est pour ça que je parle de sensibilisation générale. Et les acteurs politiques, les partis politiques qui sont là actuellement, devraient beaucoup plus travailler aussi. Vous avez vu ce que la campagne a donné, la campagne électorale nous a montré simplement qu'il n'y a pas eu effervescence. S'il n'y a pas eu effervescence, il ne peut pas y avoir engouement au sein pendant les élections. Nous avons vu une très, très, très timide campagne électorale. Est-ce que la population qui prenait d'habitude les campagnes électorales comme une fête, comme une joie où on s'amusait, on s'égayait, a commencé par être réticente vis-à-vis de la campagne électorale? Donc, il y a une raison. Donc, je pense qu'il faut véritablement sensibiliser. Eric? Oui, il y a sans doute des efforts à faire, Tanguy. Maintenant, si l'objectif, c'est d'augmenter le taux que nous avions enregistré lors des récentes élections pour ce qui est de la présidentielle, je me dis, est-ce que les différents acteurs disposent du temps pour battre ce record? Le porte-parole le disait, peut-être qu'on peut avoir moins et peut-être on peut avoir encore plus. Donc, il n'y a pas, je dirais, une attente à observer en ce qui concerne l'augmentation de ce taux de façon très, 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 très élevée. Cependant, il faut mettre en évidence un certain nombre de faits. Nous savons que le fichier électoral tel que c'est conçu, vous avez des Béninois le jour du vote qui sont peut-être en déplacement, qui avaient bel et bien fait le programme de voter. Vous en avez aussi qui sont sur la liste des décès. Donc vous en avez aussi et qui peut-être que, je dirais, n'avaient pas anticipé véritablement sur le jour du vote. Donc on se retrouve finalement avec, je dirais, quelques éléments qui pourraient agir sur le taux de vote, un peu comme nous l'avons constaté pour les communales, les législatives, et donc pour la présidentielle, on peut s'attendre aussi à ce qu'il n'y a pas une grande variation.
C'est vrai que dans le dispositif, de façon globale, les différents acteurs doivent davantage aller à la conquête de nos concitoyens, notamment les indécis, à l'effet de les amener à se réconcilier avec le processus électoral. Et cela passe sans doute par les offres, cela passe sans doute par le fait qu'il faut aller intéresser le Béninois de combien il est nécessaire, important pour lui d'être le juge et l'arbitre du jeu électoral, dans la mesure où c'est lui qui décide in fine dans les urnes et qui, justement, à la fin d'une élection, arrive à départager des partis politiques, arrive à départager des candidats. Donc, ne perdons pas de vue, au-delà de tout ce qu'on peut évoquer comme élément de raison qui pourrait influencer le taux de vote, ne perdons pas de vue qu'il y a vraiment aussi un effort à faire à ce que les électeurs puissent, notamment ceux qui dans leur âme et conscience ne retrouvent plus, je dirais, n'ont plus envie d'aller voter, puissent justement se réconcilier avec le processus électoral. Est-ce qu'il faut uniquement se focaliser sur la sensibilisation quand on sait que, vous l'aviez dit, des gens délibérément choisissent de ne pas y aller? Il y en a qui n'en jugent même pas de la pertinence, justement, et le riche. Dans certaines localités, des gens utilisent une autre stratégie. Vous savez, il y a une carte officielle de vote et ça donne droit à certains atouts, ou plutôt certains droits. Ouais, quand vous ne voulez pas respecter vos devoirs, parce que, vous savez, en toute chose, il y a les droits et les devoirs. Et voter, c'est un devoir civique. Donc, si vous voulez réclamer vos droits, il faut quand même aussi faire preuve de vos devoirs, accomplir vos devoirs. Et les élections, en réalité, pour les élections, chaque vote compte. Je peux aller voter, sanctionner, c'est possible. Je peux aller et voter pour, c'est aussi possible, et c'est ce qui est meilleur. Vous voyez, mais quand j'exprime, c'est ma manière de dire je suis d'accord avec tout ce qui se passe ou je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. Je positionne, je milite ou je positionne telle personne que j'estime être capable de pouvoir mieux gérer la cité. Mais ne pas le faire et venir après faire preuve de jérémiade, pleurer, pleurnicher, estimer que les dirigeants ne font rien, j'estime que quelque part on a failli à l'entame et on vient maintenant se plaindre. C'est vrai que j'ai entendu quelques rumeurs, entre-temps certains m'ont dit que c'est le pourcentage de ceux qu'on a choisis pour aller aux élections qui est allé voter. Je trouve que c'est un peu malhonnête de parler en ces termes, parce que qu'on le veuille ou non, oui c'est un peu malhonnête, parce que j'estime que au-delà de tout, on a la possibilité de voter sanction. Imaginez un peu un vote où nous avons un certain nombre de suffrages exprimés, laissez-moi terminer, un certain nombre de suffrages exprimés, et vous constatez que les votes nuls sont largement au-dessus de oui ou du non. C'est une forme de vote, une forme de sanction, une forme d'expression. Et en quoi ça dérange ceux qui comptent les voix, ceux qui les valident à la Sénat, ceux qui les confirment à la Cour constitutionnelle ou à la Cour suprême? Il y a le débriefing des élections, il y a ce qu'on appelle le débriefing des élections qui permet de se poser des questions. Si on a eu un tel nombre, un pourcentage élevé de suffrages exprimés, mais qu'à la fin, on constate que beaucoup sont allés voter nul, on se pose la question de savoir pourquoi ils ont voté nul. Ils ont exprimé leur vote. Le vote a été exprimé. Le suffrage est là. Mais ils ont voté nul. C'est une manière de dire je ne me retrouve absolument pas. Est-ce que ça influence justement l'issue? L'expression que l'on les résultats auront lieu. Mais le débriefing aura montré qu'il y a malaise profond au sein du pays. Et c'est ça justement qui va amener justement ceux qui organisent les élections à mieux voir. Autrement, ils ne sont pas allés. Vous savez, il y a eu beaucoup d'explications aujourd'hui. On peut dire certains sont venus au vote, il y a eu retard du vote, ils sont repartis chez eux et tout ça. Donc ça veut dire que ça c'est une hypothèse. D'autres diront encore, ils sont allés au champ, ils n'ont pas voulu voter, volontairement ils n'ont pas voulu voter. C'est encore une hypothèse. Il y a tellement d'hypothèses. Oui, mais quand vous exprimez votre vote, déjà c'est significatif et ça donne des indices sur ce qu'il en est de la gestion de la cité.
Depuis la proclamation des résultats des générales du 11 janvier, il y a quand même l'énorme quantité de bulletins nuls qui a été notée. Mais ce n'est pas le premier élément qui fait objet de discussion quand on évoque les élections passées. On s'attache sur le taux de participation et puis le nombre de sièges que les partis se partagent et tout. Oui, justement. Je rappelle qu'on a eu plus de 100 000, 120 000 à peu près pour les élections communales. Oui, et là encore, il faut nuancer parce qu'on ne sait pas si le nul dont il est question, c'est vraiment le vote d'un citoyen qui s'est dit je ne sais pas pour qui voter et par conséquent je vote nul, ou si c'est un vote marqué par des erreurs ou je dirais bon voilà parce qu'on a peut-être on a mal plié, on a mal cacheté et puis tout ça. Donc n'oublions pas que tout ceci est dedans, sauf qu'on ne sait pas précisément quelle est la quantité et la part qu'on peut accorder à ces concitoyens qui n'ont peut-être pas bien voté. Je dis ça comme ça, voilà. Tout compte fait, une élection interpelle toujours, que ce soit électeur, responsable au niveau État, acteur qui s'occupe de l'organisation. Donc tout le monde est interpellé de façon à ce que le processus s'améliore et que à chaque élection on puisse tirer des leçons du passé et corriger et voir ce qu'il faut. Ce qui est sûr, c'est les retards dont parle par exemple, je dirais, Ulrich. Est-ce qu'à un moment donné ça a influencé le taux de participation chez nos électeurs? Moi, j'ai souvenance des élections de 2016 où on redoutait une certaine machination et puis tout ça, et les populations disaient même si vous ouvrez le bureau de vote à 0, on fera ce qu'on a à faire, voyez-vous. Donc quand on a affaire à des citoyens qui sont décidés, qui sont engagés à exercer leur droit de vote, rien ne les empêche, qu'il pleut, qu'il neige, voilà. Ils se disent que c'est la seule occasion que nous avons de faire ce que nous avons à faire, voyez-vous. Et c'est en cela qu'on peut tirer des leçons à partir des élections législatives où nous avons des partis de la mouvance, mais aussi de l'opposition. Et cela en dit long sur le comportement de nos électeurs. Dès lors que nous avons sur la liste de la compétition un parti d'opposition, je me dis le retard ne peut pas être une excuse ou une raison à ce que on peut évoquer pour voir le score qu'a fait le parti de l'opposition. Parce que je me dis, si le signal de ce que c'est cette occasion privilégiée qu'on peut avoir pour sanctionner, eh bien, qu'il y ait retard, qu'il y ait pluie, qu'il y ait voilà, tout ce qu'on peut évoquer comme situation, le citoyen a toujours la possibilité de voter et de faire son choix. Allez, chers messieurs, merci beaucoup d'être passé. J'avais prévu vraiment une deuxième thématique de discussion. On pourrait revenir là-dessus demain, s'interroger à l'issue donc de la présidentielle du 12 avril prochain, qui pourrait être le chef de file de l'opposition, au regard justement des tests et surtout de la configuration politique qui se dessine actuellement, avec notamment deux partis politiques qui sortent officiellement du lot, et surtout la trêve politique qui est envisagée. Je me demande si le chef de file de l'opposition pourrait avoir un rôle fondamentalement à jouer dans ce contexte-là. En tout cas, on en parle demain, si vous le voulez bien, pour aller de fond en comble dans le sujet. Allez, bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir pour moi de rester à votre compagnie. Merci d'avoir été là depuis cette heure. J'espère qu'on vous a vraiment satisfait. En tout cas, au regard du contenu de la matinale, je vais vous souhaiter de passer une très bonne journée. N'oubliez surtout pas que les détails liés justement au sujet abordé par les quotidiens dans leur production ce matin viennent juste après moi. Ça s'appelle, dans notre jargon, la revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. La nation pointe que la planification à long terme du développement du Bénin sera une réalité le mardi 3 février avec le lancement officiel de la vision Bénin 2060, document stratégique majeur destiné à orienter le développement national
sur les 35 prochaines années. Cette vision traduit l'ambition collective de bâtir à l'horizon 2060 un pays de paix, de prospérité, de bonne gouvernance, de rayonnement culturel et international et de bien-être commun. À en croire le journal, c'est le président Patrice Talon lui-même qui procédera au lancement. Mais déjà, souligne le matinal, le Bénin maintient sa position de leader en matière d'amélioration du climat des affaires dans la sous-région ouest africaine. C'est du moins ce que révèle le rapport Business Ready 2025 qui place le pays en pole position sur plusieurs indicateurs. 10 principaux indicateurs ont été pris en compte dans ce rapport d'évaluation Business Ready 2025 établi par la Banque mondiale. Ces indicateurs sont relatifs à la création d'entreprises, l'implantation des entreprises, les services d'utilité publique, la taxation, le commerce international, l'emploi, les services financiers, l'innovation et concurrence, la résolution des litiges, le règlement de l'insolvabilité. Au Parlement béninois, tout est fin prêt pour l'installation des députés de la 10e législature. C'est ce que relate Fraternité qui informe que le dimanche 8 février prochain, les députés élus lors des législatives du 11 janvier dernier seront officiellement investis au siège de l'institution au Palais des gouverneurs à Porto Novo. Dans la perspective de cette installation qui marquera le début de la 10e législature depuis l'avènement du renouveau démocratique, l'administration parlementaire est à pied d'œuvre. Déjà le lundi 2 février 2026, les députés élus et réélus ont commencé à s'inscrire et retirer les attributs liés à la fonction de député. Il s'agit pour chaque député d'un kit composé d'un insigne, de l'écharpe, d'un macaron, d'un exemplaire du règlement intérieur de l'Assemblée et d'un exemplaire de la Constitution du Bénin. En attendant ce 8 février, la nation s'interroge de savoir quel sort pour ces ministres députés. Peuvent-ils espérer un retour au gouvernement dans un contexte de fin de régime? Et surtout, quelle place leur sera réservée dans la recomposition politique annoncée autour de Romuald Wadani, largement pressenti comme le prochain président de la République? Entre prudence politique et repositionnement stratégique, chacun prépare l'avenir à l'heure où le régime du chef de l'État Patrice Talon amorce ses derniers actes. Le mandat parlementaire apparaît comme un refuge stratégique pour plusieurs ministres fraîchement élus députés. En attendant, Info Matin jette un regard sur le statut du chef de file de l'opposition pour écrire que les dernières consultations électorales de janvier 2026 laisseront une trace durable dans l'histoire de la période dite de la rupture. En l'espace d'un double scrutin législatif et communal, le paysage institutionnel du Bénin a basculé dans une uniformité presque absolue, quand bien même certaines langues justifient le contraire. L'heure est donc à une réflexion profonde. Le législateur devra-t-il, dans un futur proche, assouplir les critères de représentativité pour éviter que le poste de chef de file de l'opposition ne disparaissent purement et simplement des registres du protocole? En attendant, LD et FCBE devront apprendre à exister en tant que force hors les murs. Dans ce nouveau contexte, le statut de l'opposant ne se définira plus par un décret ou un titre de ministre, mais par sa capacité à se réinventer dans l'ombre d'un parlement et de mairies devenus par la force des urnes tragiquement monochrome. Dans la suite, Fraternité relate qu'un forum économique bénino-brésilien s'est ouvert le jeudi 29 janvier 2026 à Cotonou. Ceci dans le cadre du renforcement des relations entre les deux pays, organisé par l'Agence de promotion des investissements et des exportations du Bénin en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères. La rencontre a réuni pendant 2 jours des entrepreneurs brésiliens et des acteurs économiques béninois autour de nouvelles perspectives de coopération.
Selon l'ambassadrice du Brésil au Bénin, Regina Celia Bitancourt, cette initiative vise à favoriser des échanges directs en format B2B entre opérateurs économiques des deux pays. Fin de la revue de presse. Merci d'y être resté fidèle.